Le but n'est pas d'être connu par tout le monde. Je ne veux pas être Squeezie, je veux pas être Cyprien. Vraiment, encore une fois, je pense que c'est pas un cadeau. Et t'as réussi à mettre un lien physique, au final, dans une expérience qui est hyper digitale. Je privatise un grand lieu, il y a 1000 personnes qui viennent, et on parle de voyage de temps d'un soir. Ouais. Je prenais l'avion, j'allais 5 jours à Montréal pour le travail, je revenais, j'allais 4 jours à Singapour, Ouais. je revenais, j'allais 10 jours en Australie. Ça n'avait aucun sens. Il y a un moment, on est en 2025, ça ne correspond pas à ma vision des choses. Quoi qu'il arrive, moi je pense qu'une expérience, qu'elle soit positive ou négative, elle t'enrichit. Et elle te fait grandir. Moi je veux pas vivre avec des « et si », je vais vivre avec des « je tente et on voit ». Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je dois vous avouer que je vous présente une vidéo dont je suis particulièrement fier, car je reçois un invité qui incarne l'aventure moderne, le célèbre créateur de contenu voyage, Bruno Maltor. L'histoire de Bruno, elle commence dans un village où il découvre le monde à travers Internet. Quelques années plus tard, il commencera à voyager dans le cadre de ses études. Il lancera en 2012 depuis Shanghai son blog Votre Tour du Monde pour partager ses découvertes. Mais l'aventure prend vite une autre tournure. Ce n'est plus seulement un blog, cela devient une marque, puis une communauté, puis un business, derrière laquelle il dévoile sa propre identité, Bruno Maltor. Aujourd'hui, il cumule plus de 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, a lancé une marque de vêtements Périple qui a trouvé son public mais pas sa rentabilité, et il viendra nous raconter pourquoi, et est devenu une véritable référence du slow travel. Mais derrière les photos idylliques et les vidéos inspirantes, il y a une stratégie bien rodée. Comment construit-on une telle carrière? Quelles sont ses sources de revenus? Comment choisit-il ses collaborations? Dans cet épisode, on va décortiquer ensemble la stratégie de Bruno Maltor. Et je vais pas vous le cacher, c'est probablement l'un des meilleurs épisodes de ma chaîne. Donc j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'ai pris de plaisir à l'enregistrer avec Bruno. Je vous souhaite un très bon épisode et je vous invite à mettre un petit commentaire si vous aimez l'épisode, à le liker et même à le partager à quelqu'un qui pourrait l'aimer. Bienvenue dans cet épisode. Comment t'es arrivé un peu à Bruno Maltor d'aujourd'hui? Du coup, je sais que tu n'as pas grandi à Paris, pour le coup. Où est-ce que tu as grandi et qui était en fait le Bruno, le jeune Bruno, on va dire? Qui était le jeune Bruno? Bonjour tout le monde déjà. Ouais, ce serait pas mal, c'est pas mal de commencer par là. J'ai grandi dans un lieu-dit de 200 habitants en Auvergne. Ok. Et c'est grâce à Internet que j'ai un peu évolué d'ailleurs. Parce que même si je suis trop content, trop fier, Vraiment, je suis un Auvergnat pure souche. Je suis né en Auvergne, j'ai grandi en Auvergne jusqu'à mes 17 ans. C'est vrai que de vivre dans un lieu-dit de 200 habitants où il n'y a pas de petite ville à moins de 5 kilomètres. Donc quand t'as 12-13 ans, 5 kilomètres, tu peux pas prendre ta voiture, tu peux pas prendre ta moto ou quoi. Si j'avais pas eu Internet, ça aurait été peut-être un peu long. Donc j'ai grandi dans un contexte où j'avais une famille, classe on va dire plutôt moyenne, un grand frère et une grande sœur, donc je suis le dernier de ma famille. Ok. Et j'étais très rêveur depuis mon plus jeune âge, donc c'est vrai que le voyage en ce sens m'a beaucoup inspiré. Pour l'anecdote, et c'est une vraie anecdote, mes parents ils avaient affiché une grande carte du monde à côté de mon lit quand j'avais 5-6 ans. Okay. Donc vraiment tout petit, tu vois. Et déjà moi je comprenais pas pourquoi il y avait pas mon lieu-dit de 200 habitants sur la carte. J'étais en mode attends mais c'est bizarre et tout. Plus tard tu comprends pourquoi ils mettent pas tous les lieux-dits quand même, ce serait compliqué. Et surtout je me suis dit waouh, il y a plein de noms de villes qui sont intrigants, comme Ottawa, capitale du Canada, enfin tu vois plein de noms de villes où je me disais waouh c'est fou. Et donc à 5-6 ans j'apprenais les noms de capitales de tous les pays du monde et je demandais à mes parents de me les faire réciter. Okay. Et en grandissant, je me suis rendu compte que ça existait vraiment tout ça. Donc au final, grandir dans un lieu de 200 habitants, ça m'a permis d'être un peu rêveur, d'avoir plein d'activités et tout, et ça m'a permis de grandir avec Internet. Ok. Et c'est comme ça qu'après tout s'est lancé peut-être un peu quoi. Et des parents qui étaient voyageurs aussi? T'as beaucoup voyagé avec tes parents étant jeune ou pas tant? On n'a pas tant voyagé que ça parce que mine de rien voyager à 5 aux États-Unis quand c'est une famille c'est beaucoup d'argent même dans les années 2000 ou quoi. Donc on allait plus en France. Okay. Et on a voyagé une fois en famille en dehors de la France, c'était en Grèce et plus précisément en Crète quand j'avais 14-15 ans, un truc comme ça, c'était trop cool. Mais après moi c'est plus via mes expériences, mes études que je me suis dit en fait voilà, j'ai cette passion du voyage qui m'anime depuis tout petit. J'ai grandi avec les reportages de Yann Bertrand, de Antoine de Maximi, J'irai dormir chez vous, etc. J'ai envie d'aller découvrir le monde. J'ai plein de stages à faire, autant les faire à l'étranger plutôt que de les faire en France. C'est comme ça que j'ai pu commencer à pas mal voyager dès mes 17-18 ans. Ok, donc tu grandis dans ce lieu-dit du coup en Auvergne. Ouais. Après tu pars faire tes études où? À Lyon, okay. Principalement donc 2 ans. Et après à Marseille et à Paris en alternance.
Ok. on va dire. Donc j'ai déjà fait la plus court possible, sinon ça va durer 5 ans à chaque fois. Ok. Mais donc voilà, à Lyon, j'étais en BTS communication. Et là, typiquement, premier stage de BTS, t'as 2 mois. Tout le monde va le faire chez l'oncle qui a une boîte, Classique, parce que t'as 17, 18 ans, donc voilà quoi. Moi je me suis dit non, vraiment, moi j'ai un objectif clair, c'est d'aller à l'étranger. Mais je m'en foutais de l'endroit d'ailleurs, ça aurait pu être le Luxembourg, la Belgique, enfin tu sais des trucs qui peuvent être considérés pas toujours comme sexy, parce que quand on pense étranger, on passe tous souvent New York, États-Unis, Canada et tout. Là j'étais en mode je veux juste partir, peu importe où. Et donc j'avais trouvé un stage en Allemagne, pays très cool by the way, à Mayence. Donc Mayence, c'est vers Francfort, etc. Donc voilà, l'ouest de l'Allemagne, on va dire. Et j'étais à l'Institut français de Mayence. Ils avaient une problématique qui était très simple, c'est qu'ils avaient une communication institutionnelle très à l'ancienne, pour pas dire dégueulasse. Tu sais, quand il y avait donc un institut français, t'as des cours de français, t'as des concerts parfois en français, t'as des événements culturels liés à la France. Quand ils faisaient des affiches pour annoncer ça, c'était souvent des affiches dégueulasses à l'ancienne, etc. Ouais, Moi, je suis arrivé à 18 ans pour leur dire « Waouh, ce que vous faites, c'est vraiment pas top. » Mais j'étais hyper naïf, hyper innocent. J'ai un peu, mais vraiment tout refait en l'espace de 2 mois. Au point que, donc à 18 piges, à la fin de mon stage, ils m'ont dit « En fait, on va te garder, mais à distance. » Et moi, je m'en suis pas rendu compte à ce moment-là, mais c'était un peu les débuts du digital nomadisme, comme on appelle ça aujourd'hui pour moi, parce que moi, je bossais depuis la France après, pour l'Institut français qui était situé en Allemagne, sans aller j'allais quasiment jamais en Allemagne, et je continue à bosser pour eux en freelance à 18 ans, tu vois. Donc ça, je le raconte rarement, mais c'est vrai que c'est assez marrant avec du recul, parce que c'est ce qu'on appelle être digital nomade, parce que j'aurais très bien pu vivre à Bali ou je ne sais où à l'époque. Bon, j'avais mes études qui continuaient, donc j'étais en France. Mais voilà, ça a commencé comme ça pour mes différentes expériences autour du monde. J'ai profité de mes stages, de mes échanges universitaires pour vivre partout où je le pouvais, en étant rémunéré à chaque fois, bien sûr, quand même. Et du coup, à 21 ans, j'avais vécu en Allemagne, j'avais vécu au Canada, j'avais vécu en Chine et j'avais vécu au Pérou. Tout ça en étant rémunéré à chaque fois. Comme quoi, c'est possible. Ouais, c'est pas mal. Mais justement, je trouve que c'est hyper intéressant et c'est un témoignage qui est trop bien parce que souvent, moi aussi, du coup, je fais des études de commerce et c'est vrai qu'on a tendance tout de suite à se dire, ouais, si je vais à l'étranger, c'est New York. Le Canada, c'est un truc aussi où les gens... Ouais, Montréal, j'ai adoré. Pour le coup, c'était très cool. Mais Montréal, j'ai vu que tu y étais allé plusieurs fois. Ouais, je le vois pas mal sur ta chaîne, je crois. C'est une de mes villes coup de cœur et c'est une des villes qui marche le plus sur mes nombreux réseaux. C'est vrai que sur YouTube, à chaque fois que je fais une vidéo sur Montréal, je sais que je vais faire des centaines de milliers, voire millions de vues. Parce que déjà en fait, faut se rendre compte que Montréal, c'est la ville avec le plus d'immigrés français en dehors de l'Europe. Il y a 200 000 immigrés français qui vivent à Montréal. C'est énormissime. Donc les Français, ils ont un attrait pour le Québec et en particulier pour Montréal parce que t'as le côté un petit peu la ville avec les gratte-ciel, mais qui parlent français. T'as un peu ce côté, les gens rêvent un peu. C'est le New York accessible, quoi, on va dire. Donc mais j'ai vécu en 2014 6 mois et j'ai un attrait pour cette ville. Je l'aime beaucoup. Ok, ouais, ça m'étonne pas. De toute façon, le Canada. Moi, du coup, j'ai grandi au Maroc et au Maroc, les gens vont soit après, à la fin de leurs études, soit en France, soit aux États-Unis, soit au Canada. C'est assez marrant. Et du coup, le Canada, effectivement, parce que le Canada, c'est les États-Unis accessibles, quoi. Exactement. Surtout le Québec, ça rassure. Les gens parlent français et tout, donc il y a beaucoup de gens qui vont s'installer au Québec pour ça. Ouais, mais il fait très froid et on a un a priori sur le froid J'y suis jamais allé, hein, c'est pour ça que je te dis ça. Il peut faire froid, mais après, il suffit de faire la technique de l'oignon. Donc, c'est-à-dire que tu mets plusieurs couches et franchement, ça va. On s'en sort. Technique de l'oignon, ok. Exactement. Mettre plusieurs couches tu sais, tu mets un sous-t-shirt, un t-shirt, un pull et une bonne veste et franchement, t'as pas froid. Ok. Après, anecdote. On m'a dit aussi, on m'a dit que les infrastructures étaient beaucoup plus adaptées. Bien sûr. Donc en fait, du coup, tu sens pas du tout. Tu sens pas du tout. Si tu sors dehors et que t'es à poil, oui, évidemment, tu sens le froid. Mais globalement, sinon, tu sens pas trop le froid. Ouais. J'ai vu que t'étais passé. Du coup, je pense que tu as fait allusion rapidement en alternance chez TF1, c'est ça? Exactement. Ok. Ouais. C'était bien. En fait, donc j'étais en alternance de Master 2. Et pour en finir sur mes études, c'est vrai que j'ai fait l'école de commerce de Marseille qui s'appelle Kedge aujourd'hui. Donc à l'époque, c'était Euromed. Et si j'avais fait Euromed, c'est parce que justement, toujours dans le but de voyager, c'était la seule école du top 10 qui permettait de faire et de l'alternance pour payer les études, parce qu'une école de commerce, c'est cher. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000 euros. À l'époque, c'était 8-9 000. Mais tu pouvais faire donc de l'alternance et faire ton échange universitaire quand même.
Donc moi, je me suis dit, mais c'est quand même fou. Je vais avoir une très bonne école de commerce et en plus, je vais pouvoir faire mon alternance et en plus, je vais pouvoir faire mon échange universitaire. Moi, j'étais en mode, c'est quand même du début à la fin un hold-up parfait, cette école de commerce. Et donc, l'échange, c'était... donc, tu faisais 8 mois à temps plein dans une entreprise et après, tu partais 4 mois là où tu étais pris en échange universitaire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alternance de Master 2. Comme beaucoup d'étudiants, je postule un peu partout. Comme beaucoup d'étudiants, j'ai pas beaucoup de réseau parce que je viens d'un lodit de 200 habitants et je connais pas des PDG de grosses boîtes je ne sais où à Paris quoi. Donc je postule un peu partout et j'ai été pris chez TF1 et en fait ça a été une expérience cool. J'aimais beaucoup mes collègues, j'aimais pas mon taf. Et en fait je me disais waouh, vraiment j'ai des souvenirs comme ça où je me disais mais si c'est ça, si ça va être 40 ans de ma vie, ça, parce que tu bosses 40 ans dans ta vie, en gros, ça va être long. Je faisais des PowerPoints, je faisais des Excel et des trucs où j'avais surtout aucune valeur ajoutée. Ça pouvait être n'importe qui à ma place, n'importe quel alternant, n'importe quel jeune de 20, 21 ans, 22 ans. Ça changeait pas grand chose à la finalité de ce que je faisais. Et du coup, moi qui a un peu un côté créatif, artiste et tout, je me disais, waouh, putain, c'est chiant. Je peux même pas changer la typographie du PowerPoint. Je dois demander au N+1 du N+1 du N+1 qui va me dire bah non parce qu'on a une charte graphique très stricte et donc tu pourras rien changer. Donc c'était un peu en mode quelle est ma plus-value. Donc j'aimais beaucoup mes collègues, j'aimais beaucoup aller au bureau pour rigoler, etc. Mais le job en tant que tel, je me disais waouh, ça me plaît pas. Et ça a été d'ailleurs un des éléments qui a fait que j'ai préféré refuser un CDI chez eux à la fin de mes études parce qu'ils m'avaient proposé un taf pour me mettre à 100% sur mon blog voyage que j'avais lancé lors de mes études. Et l'histoire elle est belle d'ailleurs parce que mon blog voyage que j'ai lancé en 2012 et j'ai bossé chez TF1 en 2014. En fait TF1 quand ils m'ont pris en entretien d'embauche, les seules questions qu'ils me posaient, alors que j'avais quand même fait des stages à l'étranger, les seules questions qu'ils me posaient c'était sur mon blog voyage à l'époque parce qu'ils voyaient que j'avais déjà mine de rien 20-30 000 abonnés sur Facebook, que j'étais premier sur des mots-clés sur Google et tout et ils disaient putain mais c'est ouf. Et tu sais je l'avais mis en bas à droite de mon CV. En réalité ça apprenait à chaque fois tout l'espace de mes entretiens. Et je trouvais ça hyper visionnaire de la part des gens qui me recrutaient, qui s'intéressent à cette petite case-là, plutôt que toutes les expériences un peu plus classiques. J'avais bossé chez Casino, tu sais, des grosses boîtes, dans des trucs de marketing et tout. Et en fait, ce qui les intéressait, c'était plus cette case-là. Et je trouvais ça hyper intéressant. Mais c'est hyper intéressant et c'est très... Tu sais, on dit souvent que les gens, surtout en France, on te recrute beaucoup à l'expérience professionnelle. Et là, c'est un témoignage totalement inverse. Exactement. Et on était en 2014. Ouais, c'est incroyable. À un moment où on parlait pas d'influence comme on appelle ça aujourd'hui, on parlait pas de créateur de contenu, ce monde n'existait pas. Donc vraiment, j'avais mis ça en bas à droite de mon CV en mode, allez, je mets que j'ai un blog voyage, nanana. J'en attendais pas grand chose, mais en fait, c'est ça qui m'a permis de rentrer dans cette belle boîte. Ça reste une très belle boîte TF1. J'aimais juste pas mon taf, mais TF1 en tant que tel, c'est quand même cool. Bien sûr. Ouais, il y a toute la tout le monde connaît TF1 et franchement, c'est une boîte qui avait des belles valeurs et tout. J'ai quand même aimé l'environnement TF1. Ok. Donc du coup, tu l'as dit, tu as créé ton blog en 2012. Ouais. Pourquoi? C'est quoi le déclic où tu te dis, vas-y, je vais créer un blog? Ouais. Du coup, ça rejoint un petit peu ce que je disais. J'ai fait beaucoup de stages à l'étranger. Donc, j'étais à Francfort, à Mayence. J'étais à Montréal où j'organisais des concerts de rock. Donc, vraiment, moi, je voulais juste partir à l'étranger. Et je voulais gagner ma vie en étant à l'étranger, mais j'ai fait des stages qui avaient un peu rien à voir les uns avec les autres. Et le troisième stage que j'ai fait, je l'ai fait à Shanghai. Et pour le coup, j'étais dans le web marketing. Ok. Et donc, le web marketing, c'est un bien vieux mot qu'on dit plus trop d'ailleurs. C'est, en gros, c'était comment être bien référencé sur les moteurs de recherche, Google, etc., etc. Comment être numéro 1 sur un mot-clé spécifique. Tu vois, je bossais pour des clients puisque j'étais en stage et ça me passionnait vraiment. Moi, je trouvais que c'était gagner au loto que d'être numéro 1 en organique sur un mot-clé compétitif. Je me disais, waouh, c'est fou. Parce que tout le monde, aujourd'hui peut-être un peu moins, c'est avec ChatGPT, avec TikTok, mais à l'époque, tout le monde allait sur Google dès qu'on avait une recherche. Ça reste majoritaire, hein. Évidemment, Google, je dis pas que c'est plus rien aujourd'hui, mais à l'époque, c'était encore plus surpuissant. On voit aujourd'hui avec la Gen Z qu'on va de plus en plus sur TikTok pour faire des recherches et tout. Mais donc du coup, à l'époque, j'arrivais à être numéro 1 pour des clients sur des mots-clés compétitifs. Et je me disais, putain, mais c'est fou. Et donc, j'apprenais ces compétences avec mon taf. J'avais cette passion du voyage. Et je me disais, mais attends, il y a un truc à faire. Moi, j'ai la chance d'avoir 3 passions. La passion, on va dire,
du voyage en premier, 2 la passion d'internet de façon générale, et 3 la passion des réseaux aussi. Moi, aller sur Instagram pour essayer de créer des choses, etc., ça me passionne vraiment. Je vois pas comme une sanction. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais fait de burn-out comme beaucoup de créateurs peuvent le faire, parce que je comprends que si t'es pas fan, tu sais, vraiment de créer des choses, de les partager, etc., bah en vrai, tu vas vite faire un burn-out, parce que mine de rien, t'es souvent connecté, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, c'est une passion et j'ai grandi avec ça. Dans mon Leudit de 200 habitants, comme on me disait, si j'avais pas eu Internet, ça aurait été long, quoi. Donc, passion de créer, passion d'être sur les réseaux et tout et tout. Et donc, j'avais cette passion d'Internet. Je me disais, waouh, je peux être numéro 1 sur des mots-clés. J'avais cette passion du voyage et je me suis dit, ok, là, il y a un petit projet que je peux tenter de créer. J'ai 21 ans, j'ai du temps devant moi. On va créer un blog voyage. Je dis on parce que j'étais avec mon meilleur pote au tout début, mais il a assez vite quitté l'aventure. On l'a créé à 2 quand même, ce qui m'a beaucoup aidé pour me motiver, etc., etc. Et donc, ce qui est fou, c'est que à l'époque, et encore un peu aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais à l'époque, les blogs voyage, ils étaient tous hyper, on va dire, c'était artisanal. Tu sais, c'était souvent un peu dégueulasse, des photos pas folles. Il y avait un .blogspot.com, tu vois, dans l'URL. C'était pas très très quali et tout. Et moi, je me disais non mais quitte à faire un blog voyage, on va bien faire les choses. Donc je passais des jours à faire un logo qui est dégueulasse, by the way, mais depuis il a changé. Mais on avait acheté un nom de domaine, ça peut paraître bête aujourd'hui, mais à l'époque c'était encore un truc un peu nouveau. On avait passé du temps à faire un beau design avec un WordPress, un thème qu'on avait acheté. Tout ça, encore une fois, aujourd'hui ça paraît simple avec toutes les solutions qui sont offertes comme Squarespace, etc., etc. Mais à l'époque, avoir un beau blog, un logo, un nom de domaine attitré, déjà tu sortais du lot, mais directement. Et en fait, ça a commencé comme ça en me disant, j'ai des compétences grâce à mes stages, etc., etc. J'ai une passion. On lance un blog voyage, mais honnêtement, il n'y avait pas du tout la prétention d'en faire un taf. Parce qu'en 2012, encore une fois, en 2012, mais c'était genre, je disais à mes potes, j'ai créé un blog voyage, on disait, mais gars, c'est la honte, c'est de la merde. Et je ne plaisante pas tous, mais une bonne partie de mes potes me disaient, t'es un tocard à la rigueur. On me disait pas, c'est cool. Aujourd'hui, quand t'es sur Instagram et tout, c'est mes potes, ils disent qu'ils me connaissent, tu vois, parce que ça marche plutôt bien pour moi et tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un truc vu un peu comme bizarre, quoi. Ouais, cool, t'as un blog voyage. On s'en fout, tu vois, genre. De toute façon, tout ce qui est cool a commencé par être bizarre, hein. Tout ce qui est cool a commencé par être bizarre, et ce truc qui était considéré comme bizarre m'a permis de prendre de l'avance et m'a permis d'être aujourd'hui un peu genre très humblement, c'est un peu une référence dans le domaine du voyage en France, parce que ça fait plus de 12 ans que je suis là, et que du coup il y a un moment, quand tout le monde pensait que c'était un truc de tocard, moi j'étais en mode mais je me régale, ça me donne le sourire en me levant le matin, et franchement c'est pas un truc de tocard, c'est juste trop cool, mais on verra ce que ça donnera. Et donc voilà, ce blog il a été lancé en 2012, le 12-12-12 pour l'anecdote, 12 décembre 2012, et en septembre 2014, je me lance à 100% sur ce dernier. Donc en l'espace de 2 ans, même moins, j'ai réussi à suffisamment le monétiser. On n'était clairement pas sur des chiffres de ouf, mais suffisamment pour me dire, vas-y, je tente l'aventure. Et au pire, si je rate, tant pis. Mais ça me faisait un peu peur parce que avoir un trou sur son CV pendant 1 an, encore une fois, à l'époque, je pense qu'aujourd'hui c'est moins grave. Mais encore une fois, dans des grands groupes aujourd'hui, dans des grands groupes à l'époque, si tu t'arrivais et que t'avais un CV où il n'y avait pas grand chose d'écrit pendant 1 an, on allait te dire, t'es pas quelqu'un de confiance, tout ça. Je me disais, franchement, je tente 1 an, j'ai des bons contacts chez TF1, j'ai des bons contacts à droite à gauche. Au pire, je reprendrai un taf normal ensuite. Mais du coup, ça fait depuis 11 ans que c'est mon métier aujourd'hui. Et que je recrute des gens, je bosse avec des gens, et que je suis globalement très heureux dans ce que je fais. Aucun métier n'est parfait, évidemment, mais globalement, je me lève avec le sourire, et heureusement, j'ai plus cette réflexion que j'avais, et tu vois, je m'en rappelle vraiment de me dire en allant en taf le matin chez TF1 ou même mes autres expériences avant, waouh, ça va être long. Ça, je me le dis plus. Et ça, déjà, c'est une grosse victoire. En dehors même de combien tu gagnes, en dehors même de, tu vois, genre l'aspect financier ou que sais-je, le simple fait de me lever le matin avec le sourire, ça a toujours été mon moteur, quoi, avant toute chose. Ok. Donc voilà. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant. T'as créé ton métier, en fait, un petit peu. J'ai totalement créé ce métier qui n'existait pas, effectivement, quand je l'ai créé. Mais encore aujourd'hui, d'une certaine façon, disons que le métier créateur de contenu voyage ou influenceur voyage existe, mais chacun le fait à sa façon, avec ses équipes, à sa manière. Ce qui fait ton originalité, je pense, après tu me contredis si je me trompe, mais c'est justement le fait que tu sois unique. Tu vois, que tu crées un contenu totalement unique, que tu crées des concepts.
T'as raison, tu l'as très bien dit, chaque créateur de contenu a son propre métier, parce que chaque créateur de contenu va peut-être être que sur Instagram, que sur TikTok, que sur LinkedIn, que sur YouTube, etc. Il y en a qui sont cross-platform comme moi, mais la plupart des créateurs de contenu, effectivement, vont être sur une plateforme et vont créer les choses d'une façon spécifique, que de la photo, de la vidéo horizontale, de la vidéo verticale. Donc c'est vrai qu'on a tous un écosystème aujourd'hui de, je sais plus combien on est, mais on est beaucoup de créateurs de contenu en France, mais on a tous un métier différent. Et ça, c'est passionnant. Tiens, mais j'ai déjà déj avec Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, quand il te raconte son taf de créateur de contenu, c'est pas du tout le même taf que d'autres mecs que je connais dans la créateur économie, que mon taf, etc. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est passionnant. C'est ce que j'aime beaucoup avec ce métier d'ailleurs de créateur de contenu dans le domaine du voyage, mais de créateur de contenu de façon générale, c'est que on ne fait pas le même métier qu'il y a 6 mois, littéralement, et je ferai pas le même métier dans 2 ans. Parce qu'en fait, ça évolue tellement tout le temps que tout le temps, je me dis, ok, comment on peut suivre l'évolution naturelle des choses, etc. Un exemple concret. Moi, je suis sur YouTube depuis 2015, mais on va dire que je crée du contenu régulièrement depuis 2019. On arrive aux 500 000 abonnés, ce qui est long à récupérer si tu fais pas des shorts et tout, mais c'est cool, je suis content. Mais tu vois, là, typiquement, il y a pas longtemps, je me suis rendu compte d'une statistique qui était folle et qui est assez récente, c'est que plus de la moitié des gens qui me regardent sur YouTube aujourd'hui le font sur télé. Et en fait, c'est un truc de fou. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais waouh, en fait, je peux faire des formats longs. Parce que les gens, quand ils sont sur télé, ils sont pas sur leur téléphone dans le métro avec 20% de luminosité et le son à moitié qui marche avec un bébé qui pleure et tout et tout. Quand t'es sur ta télé, bon, tu peux avoir ton téléphone dans les mains, mais je veux dire, t'es quand même plus concentré et t'es moins à regarder le timing parce que tu vas au taf, tu sais, etc., etc. Donc, du coup, aujourd'hui, je peux faire des vidéos sur YouTube de 40 minutes et les gens restent tout du long. Et je trouve que c'est incroyable. Et donc ça, c'est vraiment en prenant le temps de regarder l'évolution des réseaux, des plateformes, des consommations, tu vois, de contenu, etc., qu'on se rend compte de tout ce qu'on peut faire. Mais la data dans ton métier, c'est crucial. Tu suis, non? Les stats à fond. J'essaye au max, par exemple, de voir le watch time, effectivement, sur toutes les plateformes, sur quand je vais mettre un TikTok, un Reels ou un Short, quelle est la durée moyenne sur laquelle on reste. Ça, c'est une data que je trouve hyper intéressante. Pareil sur YouTube. Est-ce qu'il y a de la conversion? Est-ce qu'il y a des partages, etc., etc. J'essaye de le faire. Alors, j'ai personne qui bosse en full time sur ce sujet-là. Donc, c'est moi qui le regarde à la mano. Je pense que ça pourrait être perfectible parce que c'est rien que sur YouTube Studio. Si les gens nous regardent sur YouTube, sachez que nous, on a accès à un truc qui s'appelle YouTube Studio où tu as accès à toutes les datas sur qui sont les gens qui sont abonnés à ta chaîne qui t'ont regardé, qui sont les gens qui sont pas abonnés, combien de temps sont restés les gens en moyenne, d'où est-ce qu'ils viennent, des mecs, des filles. Enfin, c'est un truc de fou. YouTube est hyper fort en plus pour ça. Je trouve que c'est les datas. Ça fait presque peur parfois. Il y a trop d'infos. Carrément. Mais il y a plein de trucs que tu dis qui sont hyper intéressants, mais du coup, j'ai trop de questions. Mais une importante, est-ce que tu crées du contenu dédié à des plateformes, du coup? Ah ouais, bien sûr. Après, enfin, quand je dis ça, c'est plus parce que je me doute que tu crées du contenu dédié ou des concepts dédiés à YouTube, que tu vas peut-être décliner sur certains shorts pour, amener du trafic d'Insta à YouTube, etc. Mais je sais aussi, je me doute que quand tu crées un short dédié, on va dire, au format short. Mais est-ce que par exemple, tu vas faire une distinction entre un short que tu vas poster sur Insta et tu vas le prendre et le modifier pour le poster sur TikTok? Ouais. Ok. Il y a des fois quand je suis en tournage, donc on part toujours à 2 sur mes tournages, parce que tout gérer tout seul, c'est impossible. YouTube, Insta, TikTok, etc., etc., etc. Enfin, faire des drone shots, donc des vidéos avec mon drone, tandis que il y a une belle lumière, c'est dommage parce que je peux pas faire des shots au sol, etc. avec ma caméra. Donc t'es obligé de partir à 2. Mais donc des fois, faut savoir que moi j'ai 30 000 euros de matos dans mon sac à dos environ. Donc c'est mon patrimoine est dans mon sac à dos. Et parce que j'ai ma caméra, j'ai mes objectifs, j'ai mon drone, j'ai mon ordinateur, tout ça, ça vaut des dizaines de milliers d'euros. Mais des fois, quand je sais que je vais le faire vraiment que pour TikTok, la vidéo, je vais faire tout au smartphone. Parce que c'est ce que les gens ils veulent sur TikTok. Ouais, carrément. Je pourrais sortir ma cam et mon boîtier, mon truc qui coûte 8000 balles et qui sera en 8K, qui sera en, tu sais, genre image parfaite, etc. Mais je sais que ça servira à rien parce que ça aura moins de portée organique que si j'avais juste fait avec mon smartphone et le côté un peu plus authentique qu'on cherche en général sur TikTok. Donc il m'arrive, tu vois, des fois de faire shooting avec l'iPhone, shooting qui sera globalement un peu le même avec mon boîtier plus pour Instagram, et après shooter à l'horizontale pour YouTube. Donc déjà, même lors du shooting, je vais parfois faire les choses un peu différemment. Et après, sur TikTok, je vais plus tutoyer les gens, parce que c'est l'ADA que j'ai décidé d'avoir. Je trouvais que c'est moins le cas aujourd'hui, mais au début de TikTok, en 2020,
on était plus sur une catégorie jeune. Donc je me disais que c'est ok de tutoyer. Sur Instagram et sur YouTube, peut-être plus dire vous. Tout comme sur LinkedIn, je vais plus vous voyez. Donc tu vois, selon les plateformes, je vais devoir changer ma caption, je vais devoir changer ma voix off. Okay. Tout ça, effectivement, ça fait qu'on essaye d'être au plus près de chaque ADN de chaque plateforme pour que ça marche à chaque fois. Ah, c'est incroyable. T'as une DA en fait sur chaque plateforme. Ouais. Un peu spécifique. C'est incroyable. Ouais. Et je dis pas tout le temps, hein, mais assez souvent on fait attention. Ok. Et le move TikTok, tu l'as fait au tout début? T'as cru à TikTok dès le début? Ouais, j'ai cru en TikTok avant même que ça s'appelle TikTok. Ça s'appelait comment avant? Ça s'appelait Musical.ly. Ok, tu vois. En 2018. Ok. Et en fait, ils ont fusionné deux applications pour que ça devienne TikTok. Ok. Et donc TikTok, on est en 2020 quand ça commence à vraiment exploser sur les réseaux. Ben c'était notamment le Covid. Et à ce moment-là, je me suis dit il y a un truc à faire parce qu'en fait, il y avait pas encore d'application qui était penser pour nos objets du quotidien, nos smartphones. Il n'y avait pas encore de truc où tu te disais, je lance une vidéo, j'ai pas besoin de faire ça pour la regarder. Ouais. Enfin, faut quand même se rendre compte de la dinguerie. Oui, t'avais des formats un peu carrés sur Facebook et tout, mais des formats, une appli où tu sais que tu vas avoir que du format vertical. Ouais. Ça n'existait pas vraiment. À l'arrache, il y en avait 2-3 qui avaient essayé de le faire avec merde, comment ça s'appelle, ce qui avait été lancé par Twitter. Tu sais, les vidéos de 6 secondes. Ça te parle pas? Moi, je suis pas hyper Twitter, donc pour le coup. Twitter avait lancé une appli. Okay. C'était je sais plus. Bref, c'est pas grave. Okay. Mais donc t'avais une appli qui avait été lancée par Twitter. Ça durait 6 secondes à chaque fois les vidéos, donc c'était un peu vertical et tout. Mais là, TikTok, ils sont arrivés, ils ont un peu tout fracassé là-dessus, je trouve, parce que c'était devenu l'appli très rapidement, ils sont devenus l'application de référence pour les formats courts verticaux. Alors aujourd'hui, il y a des formats un peu plus longs, etc., etc. Et ils ont démocratisé un peu ça parce qu'il y a les shorts sur YouTube, il y a les Reels sur Instagram. Chaque application a un peu son contenu court vertical. Mais j'ai beaucoup cru en ce sens. Je me disais, putain, mais c'est fou. On est tous sur nos smartphones et il n'y a pas encore une appli, tu vois, qui te permet de te dire, on va avoir un contenu court parce qu'on n'a pas trop le temps. On est dans le métro, on est dans le bus ou je ne sais où. Et c'est en ce sens que j'ai beaucoup cru en TikTok. Ok. En discutant de ça, je viens de me souvenir d'un truc. Je crois que t'avais été sur Clubhouse, non? J'avais été sur Clubhouse. Ouais, je crois qu'on avait fait une room ensemble. Ah ouais? Je viens à peine de ticker en me disant, mais j'étais dans une room avec... on n'avait pas grand chose à faire, hein. C'était un peu le confinement et tout. Ouais. C'était une belle époque. Ouais. Je pense qu'ils ont fait faillite depuis, non? Après Clubhouse, ils ont profité, ils ont eu on va dire une fenêtre de tir de quelques mois, hein, je crois, au final. Enfin, juste la durée du Covid, au final, peut-être un peu étendue. Mais c'est vrai que c'est mort un peu vite. Je sais pas si ça a été racheté ou autre. Mais ok, hyper intéressant. Juste pour revenir un petit peu, je vais revenir un peu à la base, mais quand tu crées ton blog, en fait, c'est marrant parce que tu vois, ce move, moi, j'ai beaucoup voyagé. J'aime beaucoup le voyage. Ouais. Et ce move du blog voyage, je pense que je t'ai connu très tôt. Je pourrais pas te donner une date. Okay. Mais honnêtement, je suis sûr que j'étais dans tes abonnés Facebook, tu vois. Avant, je t'ai pas découvert récemment, c'est ça que je veux dire. Ouais. Pas du tout. Et pour autant, plein de fois, tu vois, je me suis dit, je kiffe le mood du blog voyage, j'ai des trucs à raconter, j'ai voulu filmer, mais des dizaines de milliers de fois, mes voyages, faire des montages, etc. Et après c'est clairement, il y a des trucs, il y a des personnes, on va dire, qui sont plus à l'aise avec ces choses-là et tout, mais j'ai jamais su par où commencer. Tu vois, par exemple, raconter un voyage, je trouve ça difficile parce que t'as des trucs un peu très classiques qui vont être, ces endroits-là sont bien. Ouais. Au final, c'est mon appréhension du truc, tu vois. Ouais. C'est au final aussi toi ce que t'as pu faire dans ton propre voyage. Enfin, si tu veux, je trouve que ça dure de réussir à bien décrire 15 trucs à faire et encore 15 trucs à faire à Paris, ok. Ouais, c'est cadré et tout. Mais visite Paris. Je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est clair. Et en plus, ta façon de voyager, elle évolue avec l'âge, elle évolue avec plein de critères divers et variés. Si t'as des enfants, si t'as pas d'enfants, enfin, plein de critères. Ouais. Donc, quand tu crées un blog comme ça, en fait, ma question invite, c'est, toi, tu crées ce blog, au final, t'as la vingtaine, je crois, si je comprends bien. J'ai 21 ans, ouais. 21 ans. 2012. Comment tu fais pour te dire, ok, mon blog, il va être sur ça? Enfin, c'est que tu choisis quoi et tu vois ce que je veux dire? Tu racontes quoi, en fait, dans ce blog? Effectivement. Je racontais tout ce que je pouvais raconter dont je me sentais un minimum légitime. Parce que t'as 21 ans, t'as un baby et voilà. Mais j'avais eu la chance de vivre à Montréal. Et typiquement, je me disais, putain, c'est fou, il y a personne qui sait où habiter à Montréal. Et j'ai des potes qui m'écrivent pour me dire, je sais que t'as fait un stage à Montréal, c'est quoi les quartiers cool où s'installer, etc. J'étais en mode, mais c'est fou parce que en fait, j'ai vécu à Montréal, je connais bien les quartiers de Montréal, je vais pouvoir faire un article sur
où habiter à Montréal. Et après, moi, je me disais, j'avais ma vision de mec de 21 ans, donc j'étais en mode, à l'époque, typiquement, voyager vraiment pas cher, les activités gratuites, les endroits pour voir des couchers de soleil, des trucs un peu comme ça. Tout ce qui m'intéressait, je me disais, ça va intéresser des gens forcément un Bien jour sûr. ou l'autre. Et c'est comme ça que je créais, que je créais mes articles à l'époque. Et donc au final, est-ce que tu penses que ta communauté, tu l'as amenée avec toi, tu l'as fait grandir avec... 100%, ouais, bien Ouais. sûr. Aujourd'hui, les gens qui me suivent, ils ont mon âge et ils s'identifient à moi. J'ai très peu de 13-17 par exemple. Je crois que c'est même pas 1% de ma communauté sur YouTube, Instagram et tout. Ok. Euh, plus de 60, enfin plus des 2 tiers des gens qui me suivent ont 25 ans ou plus quoi. Enfin, genre Ok. c'est vraiment 30 ans en plus. Donc c'est vraiment des gens qui sont assez âgés et qui évoluent, enfin assez âgés, j'ai 34 ans mais qui évoluent avec moi, tu vois, Ouais. et qui grandissent avec moi. Alors moi pour le coup tu vois, j'ai pas forcément la thématique voyager avec des enfants parce que je n'ai pas d'enfants. Donc du coup, c'est pas un sujet que je peux aborder, etc. Et on commence à me le demander, donc c'est hyper intéressant, tu vois, de voir l'évolution des gens qui me suivent. Mais ouais, moi j'ai toujours essayé de me dire, c'est quoi ma vision du voyage? Elle ne fait que évoluer avec moi, etc. Je la partage. Ça devrait intéresser les gens qui me suivent et qui s'identifient un petit peu à moi. Sinon, après, tant pis, parce qu'Internet fait bien les choses. Tu peux très bien te désabonner de quelqu'un si t'aimes pas trop son contenu, si t'estimes qu'il fait des choses qui te plaisent pas. Je dis n'importe quoi, mais j'aurais pu vriller et m'installer à Dubaï, etc., etc. Ça n'aurait pas plu à une partie de ma communauté. J'en aurais trouvé une autre. C'est pas le cas, tu vois ce que je veux dire, mais Ouais, bien sûr. voilà. Donc, je grandis et je vis avec ma communauté. Il y a des gens qui me suivent depuis 10 piges. Et vraiment. Et tu vois, je fais des événements qui s'appellent le Verre du Voyageur. Donc j'en ai fait une 50aine d'éditions à Paris. Le but, c'est, je privatise un grand lieu. Il y a 1000 personnes qui viennent et on parle de voyage le temps d'un soir. Donc il y a une édition tous les 2 ou 3 mois. J'essaie de le faire à Paris, mais je l'ai déjà fait ailleurs, un peu partout, à Montréal, à New York, à Londres, à Marseille, à Lyon et tout. Et je vois souvent des gens revenir. Et je les ai vus plein de fois depuis 7-8 ans. Et à chaque fois, je me dis, putain, c'est ouf parce que on a un lien et on grandit ensemble et on vieillit ensemble. C'est intéressant que tu dises ça parce que du coup, t'as essayé, enfin t'as pas essayé, t'as réussi à mettre un lien physique au final dans une expérience qui est hyper digitale. C'est vrai. Moi, jusqu'à maintenant, j'avais une image de toi digitale, Ouais. j'ai envie de dire. Donc, tu sais, quand tu connais les gens à travers les réseaux, tu projettes plein de trucs, etc. Ouais. Et je trouve que c'est smart parce que rencontrer les gens en physique, ça te fait passer un niveau, je trouve, en termes de relation. Déjà, ça fait comprendre aux gens que t'es vraiment quelqu'un. Oui. Parce que le nombre de fois où sur les réseaux, Ouais, tu sais, les gens, ils disent pas bonjour, ils disent pas s'il te plaît, ils Ouais. disent pas merci quand ils posent des questions. Ou moi, honnêtement, j'ai beaucoup de chance sur ça. Hein. J'ai très peu de critiques, enfin, très peu de haine sur mes réseaux, etc. Mais quand même, t'as un truc de déshumanisation qui est assez fort, je trouve, sur les réseaux, parce que t'es derrière un écran. Et donc, le fait, même pour moi, de rencontrer mes abonnés, ça, c'est plus que des noms, c'est plus qu'un nombre de likes ou de commentaires, c'est des vrais gens derrière. Et donc, je me dis souvent, enfin, tu vois, aujourd'hui, j'ai un écosystème de 2,5 millions d'abonnés sur toutes mes plateformes. Il y en a que 1000 qui viennent à une soirée. Mais déjà, je suis en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe, en fait? Ouais. Et ces 1000 sur 2 500 000, je me dis, waouh, souvent, ça me permet de me dire, waouh, ok, sois déjà content et fier de ce que t'as accompli. T'as pas besoin d'avoir toujours plus d'abonnés, etc., etc. Ce que t'as, c'est déjà très cool. Ouais. Et d'ailleurs, ça a jamais été mon objectif d'avoir 20 millions d'abonnés. Parce que je connais quelques créateurs qui ont vraiment beaucoup d'abonnés. Mais en fait, ça me fait pas trop rêver parce que on a atteint un stade où t'es vraiment plus tranquille dans ta vie. Tu peux plus faire grand chose. Enfin, limite, il y en a qui ont des gardes du corps aujourd'hui. Enfin, t'as un stade où, waouh, moi, j'ai pas envie de ça. Ouais. La notoriété, c'est toujours agréable de se faire interpeller dans la rue, qu'on te dise, j'aime bien ce que tu fais. Mais si c'est 30 fois, 40 fois par jour, là, c'est plus agréable et je trouve que tu deviens un peu prisonnier du truc. Ah ouais, c'est Donc, clair. il y a un juste milieu à trouver. Je trouve que le 2 millions d'abonnés, il est cool. Ok. Il est Trop cool. Mais d'ailleurs, ça, c'est un truc qui m'avait un petit peu surpris, hein. En fait, moi, quand je prépare du coup un peu mes podcasts, je demande un peu autour de moi, surtout quand j'ai des gens qui sont des personnages, des personnalités un peu publiques, tu vois. Parce que du coup, je me dis, bon, bah, tout le monde va les connaître. Et en fait, c'est marrant parce que, avec toi, j'ai eu un double truc. Soit les gens te connaissaient et t'adoraient, vraiment. Mais c'est Et vrai, te hein. détester vraiment. Non, mais j'ai pas Oh, eu. wow. Ça m'est déjà arrivé, c'est d'avoir des gens qui connaissent la personne, mais qui sont un peu des haters, pas en mode. Ouais, mais je vois ce mais- que tu veux dire. mais On qui a ont tous des- des avis, ouais, je voilà, vois. mitigés, on va dire. Et toi, non, j'ai pas eu ça. Par contre, j'ai eu des gens qui étaient pas du tout des voyageurs, qui te connaissaient pas du tout. Et je me disais, mais Mais tant vous mieux. étiez en vacances ou quoi? Enfin, moi, parce que pour moi, honnêtement, c'est pas du tout pour, tu vois, c'est pas du tout pour te brosser dans le sens du poil ou autre, mais vraiment, à chaque fois que je cherche une destination ou autre, je vais aller voir j'irai dormir chez vous.
par Ouais. exemple, tu vois, Ouais. s'il l'a déjà fait, etc. Antoine et Maxime, Même oui. si ça commence à être un peu vieux sur certains Ouais, trucs, mais ça tu vois. vieillit bien, je trouve. Mais ça vieillit bien. Ouais. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'il y a des endroits qui ont changé littéralement. Aussi, Ouais, tu vois, il y a bien sûr. des villes qui fait ou autres qui ont littéralement changé. Ouais, c'est clair, ça a 20 ans, donc ouais, c'est clair. Ouais, donc ça tarde un peu. Mais je regarde très souvent, est-ce que tu l'as traité? Et du coup, je me dis, c'est marrant parce qu'il y a des gens pour qui il est inexiste. Enfin, tu vois, il n'existe pas. En fait, il y a des gens qui me connaissent peut-être sans me connaître aussi, parce que Ouais. typiquement, mon blog s'appelle Votre Tour du Monde. Oui. Et mon blog, à une époque, c'était 2 millions de visiteurs uniques par an. C'est moins le cas aujourd'hui parce que je me focus moins sur mon blog. Mais donc, il y a plein de gens qui sont déjà tombés sur mes réseaux, sur mon Sans blog, savoir, ouais. sans savoir. Ouais. Et surtout, pendant assez longtemps, j'ai jamais montré ma tête. Enfin, pendant assez longtemps. Pendant plusieurs années, au début, je m'appelais Votre Tour du Monde sur les réseaux et tout et tout. Donc, j'étais assez timide, caché. Et après, j'ai compris qu'il fallait que je m'assume et que si je voulais que ça se développe, fallait que j'humanise mon contenu, etc., etc. Mais ouais, mais ça me va très bien aussi, comme je le disais, de pas être trop connu. Ouais. Et effectivement, d'avoir le truc enfin là, tu vois, pour l'anecdote. Après, les gens sont très respectueux aussi avec moi. Mais pour l'anecdote, j'étais au fin fond de la Guyane il y a pas si longtemps, il y a 3 jours littéralement. Comme au moment où on enregistre ce podcast. Et j'arrive vraiment, j'ai fait 3 heures de route, 1 heure de pirogue pour arriver dans un lodge qui est une sorte de carbet. Donc les carbets, c'est des maisons ouvertes sur l'extérieur dans lesquelles tu vas dormir dans des hamacs, etc. Ok. Donc, un truc cool. Trop stylé. Ouais. Et là, il y a un dîner, on est 20, mais on se connaît pas, hein, parce que c'est des inconnus, quoi. Et il y a un mec à côté de moi, à ma gauche, on dîne. Et la dame face à lui, il dit, mais vous venez d'où? Et il dit, je viens de Haute-Loire. Donc c'est l'Auvergne. Je dis, mais tu sais, j'ai pas encore parlé avec ce mec parce que je viens d'arriver. Je dis, mais tu viens de Haute-Loire? C'est ouf, moi aussi. Il me dit, non, mais je t'ai reconnu dès que t'es arrivé. J'adore ce que tu fais, etc. Donc il y a aussi un truc très respectueux dans les gens qui me suivent. Ouais. C'est rare qu'ils m'interpellent et voilà. Mais en plus de ça, ça me va vraiment trop bien que probablement les 15 autres personnes autour de la table me connaissaient pas ou enfin tu vois genre et c'est ça en fait de pas être connu de tout le monde. Le but n'est pas d'être connu par tout le monde. Je ne veux pas être Squeezie, je veux pas être Cyprien, Thibaut InShape et tout parce que vraiment encore une fois, je pense que c'est pas un cadeau et on s'en rend pas compte. Et après bien sûr qu'on veut progresser sur les réseaux. Ce serait mentir que de dire que bah voilà, je suis ok de perdre 100 000 abonnés sur Instagram dans les 5 prochaines années parce que je m'en fiche et tout. Non, je veux quand même progresser, mais ça me dérange pas de me dire que j'aurai jamais 10 millions d'abonnés. Il y a des milestones qui font plaisir. Quand j'aurai 500 000 abonnés sur YouTube, je serai content. C'est quand même un demi-million et je sais que YouTube, c'est beaucoup de travail. Donc, ça sera plus la récompense du travail, mais ce sera pas pour être reconnu dans la rue ou avoir la notoriété que je serai content de l'avoir. Ce sera plus pour me dire c'est la récompense de mon travail. Ouais. Mais encore une fois, les gens sont hyper respectueux et je pense que ça, c'est une chance aussi. C'est parce que ils grandissent avec moi, ils vieillissent avec moi et je pense que les gens de 30 ans sont peut-être un peu plus respectueux pour la plupart que les gens qui ont enfin tu sais les ados et tout. Je dis pas que les ados sont moins respectueux mais je dis qu'ils sont moins filtrés. Tu sais ils vont tout de suite aller voir une star parce que ben voilà, faut que je fasse une photo avec et tout. T'as moins ça avec les gens qui ont la trentaine, je pense. Bah, ouais, c'est plus leur génération. C'est plus la génération d'aller voir direct avec les selfies, les machins et trucs. Exactement. Bah, je dirais pas, il y a des gens de 30 ans. Moi, j'ai 30 tout pile. Ok. Donc, j'en connais autour de moi aussi, tu vois, qui sont comme ça. Mais c'est vrai que je pense que j'ai une petite sœur, tu vois, qui est beaucoup plus petite. Ouais. C'est naturel. C'est un autre univers. Enfin, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être un peu plus, on comprend qu'on doit leur laisser leur discrétion, il y a des regards, des sourires et tout, mais il y a moins le truc de, voilà, on t'interpelle en pleine rue à 10 enfants, parce que j'ai des potes youtubeurs qui ont des cibles plutôt jeunes, et c'est vraiment ça, hein. C'est que tu peux pas sortir de chez toi entre midi et 2 parce qu'il y a un collège pas très loin, et si tu te fais interpeller par un mec du collège, il y en a 20 qui t'entourent, et là, c'est très compliqué. Moi, j'ai jamais connu ça de ma vie, pour le coup. Je pense aussi, je pense que la typologie de contenu que tu crées, elle aide aussi dans ce sens-là. Peut-être. En dehors de l'audience, je veux dire, où c'est évident. Mais il y a aussi, tu sais, quand t'es un gamer, c'est pas la même, quand tu fais du streaming de gaming, c'est pas la même approche. Je pense qu'il y a encore plus de déshumanisation là-dedans. Parce que tu sais, t'es habitué aux mecs je veux pas dire, qui jurent un peu, tu vois, qui jouent un peu comme des, c'est pas la même approche. C'est vrai. Alors que toi, tu crées un contenu qui est très éducatif. Et c'est donc, vrai. Il y a un côté plus, peut-être. Je dirais pas si, il y a un peu plus de respect, on va dire, autour de ton contenu, je pense, tu vois. Par rapport à ce que tu crées, c'est ouais, très je vois la éducatif. nuance, en tout cas, effectivement, entre comme on le disait, hein, chaque créateur de contenu a son propre univers, sa façon de raconter les histoires. Et c'est clair et il y a aussi un autre truc tout bête, c'est que moi, je partage jamais ma vie privée. Ouais. Les gens savent pas si j'ai des enfants, je l'ai dit là, mais tu vois, si j'ai une chérie, etc., parce que je trouve que moi, je suis là pour parler de voyage. Je suis pas là pour te parler d'autre chose. Ah, tu mélanges pas, ouais. J'ai jamais parlé, tu vois, de trucs trop privés, etc. J'ai jamais montré ma famille, jamais montré mes proches, ou très, très rarement. Parce que je trouve que voilà, on me suit pour que je parle de voyage.
j'ai pas envie de tomber dans un truc télé-réalité et tout, quoi. Ouais, mais même si ça fait des likes, hein. Okay. De montrer tes potentiels enfants, ta potentielle copine, ta potentielle, tu vois, famille ou quoi, je sais pas, mais genre, ça fait des likes. Ouais. Et moi, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Ok, ouais, mais c'est tout à ton honneur, je trouve. C'est quoi la métrique que tu vas mesurer? Est-ce que c'est le nombre de likes, le watch time En fait, j'essaie de comprendre en fait un peu, tu vois, derrière un créateur de contenu. C'est quoi pour toi ce qui est le plus important, comme data? En fait, il y a plein de critères divers et variés. Ça va dépendre de chaque plateforme et tout. Pour YouTube, il va y avoir le nombre de vues tout de même et le watch time moyen, effectivement. Okay. J'ai passé il y a pas si longtemps la barre des 1 million de vues organiques sur un documentaire que j'ai fait sur la mer d'Aral. Donc c'est en Ouzbékistan, c'est un sujet qui est assez tragique en réalité. Et je me suis dit, waouh, je suis pas sûr que ça va marcher parce que t'es à 5000 km de la France. On est sur une mer qui a été asséchée, qui était le 4e plus grand lac au monde, qui faisait la taille de l'Irlande, etc. Et je me disais, ouais, ça fait beaucoup de trucs je m'en branle. Et en vrai, on a réussi à trouver des angles qui étaient assez intéressants et la vidéo, elle a cartonné, donc j'étais trop content. Et tu vois, par exemple, passer la barre du million de vues sur une vidéo, c'était quelque chose dont j'aurais toujours voulu espérer atteindre. Et c'est pas tant pour me dire, je sais pas, c'était juste, en plus, c'était un peu noble, on va dire, parce que c'était un documentaire, c'était un sujet un peu fort. Pourquoi ça s'est passé comme ça, l'impact qu'on peut avoir en fonction des décisions politiques et tout qui ont fait que la mer d'Aral avait disparu. Donc il y a le nombre de vues, t'as le watch time parce que c'est bien beau de faire 1 million de vues, mais si les gens restent 2 minutes alors que ta vidéo dure une demi-heure, bah ça sert à rien. Enfin, parce que c'est pas cool. Et je pense que c'est les deux principaux. Après, évidemment, l'évolution quand même du nombre d'abonnés, comme je te disais, si je perds des gens par rapport à des contenus que je poste, je me dis que j'ai fait de la merde. Mais honnêtement, j'ai jamais vraiment perdu des abonnés. J'ai toujours eu une croissance assez stable et tout. Et d'ailleurs, les gens qui nous regardent, ils peuvent des fois se dire est-ce qu'il y a un contenu qui t'a fait exploser et tout? Non, en réalité, c'est vraiment un marathon que d'être créateur de contenu. Et c'est l'effet boule de neige. Tu crées, et sur le long terme, ça fait comme ça. Comme pour tout, en fait. Composés. Ouais, bien sûr. Comme pour tout, les intérêts composés, exactement. Ouais, bien sûr. Comment tu choisis un sujet? Comment tu le prépares? Franchement, déjà, il y a, encore une fois, on va prêcher pour ma paroisse, mais quand je sais que je vais partir quelque part, la première chose que je vais aller voir, ça va être les blogs voyages, parce que c'est des mines d'or assez souvent. Il y a les vidéos sur YouTube, il y a les TikTok, parce que TikTok est hyper puissant maintenant aussi sur des guides sur une ville. Moi, maintenant, quand je pars à, je sais pas moi, Lisbonne par exemple, ouais. Je vais aller sur TikTok. J'ai vu que tu cherchais. Et exactement. Et je vais mettre recherche, tu vois, les restos à Lisbonne, etc., etc. Et franchement, t'as souvent des petites pépites. Ok. Et après, il y a un site que j'aime beaucoup, par exemple, qui s'appelle Atlas Obscura. Okay. Tu connais ou pas? Ouais, je connais. Ouais. Il référencie un peu tous les sites, on va dire un peu bizarres, ouais. Atypiques autour de notre planète. Ouais. Et tu vois, des fois, je vais trouver un lieu grâce à ce genre d'endroit. Okay. Parce que moi, j'aime bien trouver des lieux qui sont improbables. Si je vais à Lisbonne, je vais pas forcément aller uniquement sur la place principale de Lisbonne. Je vais essayer de trouver des lieux un peu urbex, un peu insolites, qui sortent des sentiers battus. J'aime bien quand même essayer de montrer aux gens que la face cachée d'une ville, pas sur le côté oh là là, on va montrer les dessous interdits, drogue, sexe, alcool, ça je m'en branle, mais c'est plus le truc genre des endroits qu'on avait moins explorés, des quartiers qui sortent un peu des trucs classiques. Et ça j'aime bien aussi. Donc voilà, il y a différentes sources et il y a aussi parfois mes abonnés en réalité. Aujourd'hui, comme je te le disais, avec mes 2,5 millions d'abonnés, je suis sûr à 100% que j'ai des abonnés dans chaque pays de notre planète. Mais je suis sûr que j'ai même un abonné en Corée du Nord. Franchement, je te le trouve. Tu es pas allé encore? Non, pas encore. Okay. Mais enfin, c'est un truc de fou. On a une chance de malade. Là, quand j'étais en Guyane, vraiment, j'ai eu des dizaines de gens qui m'ont écrit pour me dire je suis prêt à témoigner s'il y a besoin, etc. Et ça, c'est une chance de fou. Et ça permet d'avoir des fois, tu sais, une vision de gens qui habitent vraiment sur place. Et c'est pas la même que quand t'es là que pour quelques jours. Moi, je dis souvent, moi, je suis juste un mec qui passe, qui tend le micro à des gens. Et on voit ce que ça donne. Ouais. Mais tu peux pas connaître une ville de fond en comble en 5 jours, quoi. Bah, ça image bien les intérêts composés. Aujourd'hui, du coup, quoi que tu fasses, ça ne pourra que agrandir la communauté d'une certaine façon, parce que tu connais des gens tellement partout qu'au final, tu ne pourras que, tu vois, je vais pas dire que ça facilite ton travail, mais d'une certaine façon, si, parce qu'à l'époque, si tu devais faire un truc sur Lisbonne, tu galérerais probablement beaucoup plus à trouver des petits trucs qu'aujourd'hui, si tu postes un message, t'as déjà plein de gens qui vont revenir vers toi avec plein de suggestions. À fond. Ouais, à fond. Ça, c'est trop bien. C'est vraiment les intérêts composés. Exactement. Ok. Moi, tu le sais, dans ce podcast, je m'intéresse pas mal
un peu on va dire à la structure, on va dire business aussi qu'il y a derrière. Et en fait, il y a une question que je pense que tout le monde se pose. La drogue. Ouais, ah non, rien à voir, pardon. Mais c'est comment un créateur de contenu dans le voyage gagne sa vie. Ouais. Je me doute que il y a toute une structure autour, mais justement, c'est ça Bien qui sûr. m'intéresse un peu. Comprendre, si tu veux bien, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est comprendre comment t'es passé d'un blog Ouais. à la marque, si je peux le dire comme ça, je sais pas si toi tu le décris comme ça, Bruno Maltor aujourd'hui, qui au final est devenu, enfin t'es un peu le CEO de Bruno Maltor, quoi. C'est vrai. Ouais, je suis CEO de moi-même et je suis assez exigeant, donc c'est un peu relou. Mais mon business model, comme on appelle ça, il a vraiment évolué aussi avec le temps. Ouais, c'est pour ça que je voulais que tu recommences par le blog. Exactement. Donc le blog voyage, comment je gagnais de l'argent au tout début de mon blog voyage. Ouais. Parce que moi je suis arrivé, j'étais en mode bon, j'ai envie de vivre de ce truc, mais c'est cool d'avoir envie, hein. Mais est-ce que c'est possible? Et en fait, à l'époque, il y avait un truc que je fais plus du tout aujourd'hui, mais qui me rapportait mine de rien pas mal d'argent. Alors quand je dis pas mal d'argent, encore une fois, on parle pas de 10 000 euros par mois, loin de là, hein, mais ça me rapportait un petit SMIC, on va dire. C'était la vente de backlinks sur mes articles. Ok. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout, à l'époque et encore aujourd'hui tout de même, mais moins peut-être aujourd'hui, pour être bien référencé sur Google, il fallait qu'il y ait des sites considérés comme de référence. Donc ça peut être des sites d'actualité, des sites jugés comme quali de la part des robots Google qui parlent de toi. Et je vais prendre un exemple tout bête. Il y avait Hertz, un loueur de voitures, qui voulait être mieux référencé sur le mot-clé location voiture Lisbonne. Et ben il me disait, t'as pas prévu de faire un article sur Lisbonne bientôt? On parle beaucoup de Lisbonne aujourd'hui. Ouais. Et ben moi ça tombait bien parce que je comptais en faire un prochainement. Et ben j'écrivais mon article comme j'allais toujours l'écrire. Et à un moment je disais dans l'article, si jamais vous comptez louer une voiture à Lisbonne, prendre une location de voiture à Lisbonne, n'hésitez pas à passer par Hertz. Et je mettais un lien sur location de voiture à Lisbonne. Et ça redirigeait vers Hertz. Et donc Hertz se retrouvait à grimper comme ça sur les moteurs de recherche, Google, Bing, etc. grâce à ça. Donc ça pouvait rapporter quelques centaines d'euros par insertion de lien. Et surtout, c'était quelque chose que je sous-estime aujourd'hui, mais qui est hyper important et hyper intéressant, c'était les revenus passifs qui étaient intéressants, à savoir l'affiliation. Donc l'affiliation, c'est un peu pareil, c'est tu mets des liens dans tes articles sur des hôtels que tu as testés et validés, que tu peux conseiller aux gens, sur le City Pass de New York, si tu vas à New York pour visiter l'Empire State Building, etc. Et donc tout ça, tu pouvais mettre des liens d'affiliation et quand quelqu'un passe par ton lien et réserve un hôtel ou réserve un City Pass en passant par ton lien, eh ben tu vas gagner un petit pourcent de la réservation totale. Mais donc sur un hôtel qui peut valoir 1500 euros, je dis n'importe quoi pour une semaine à New York, bah mine de rien, tu vas gagner peut-être 15 euros. Et 15 euros, quand t'es premier sur le mot-clé que faire à New York, bah peut-être que tu vas avoir 500 visiteurs par jour. Et peut-être que tu vas avoir 3-4 personnes qui vont prendre un hôtel. Je dis n'importe quoi, hein, mais c'est juste pour montrer l'effet de l'affiliation. L'effet boule de neige un petit peu qu'il peut y avoir. Encore une fois, ouais. Et ça, c'était fou parce que vraiment, le City Pass de New York, il donnait une bonne rétro-commission. Et moi, c'est un truc que je trouve trop bien en plus, ce City Pass de New York pour le coup. Ça te fait gagner du temps, etc., etc. C'est quoi exactement? Je suis jamais. Alors, le City Pass de New York, en gros, quand tu vas à New York pour la première fois, en général, tu vas vouloir voir la Statue de la Liberté, Rockefeller Center, Empire State Building, tu sais, tous les trucs qui sont un peu les classiques et qu'il faut visiter tout de même. Et ben, quand tu prends un City Pass, tu vas payer $130 au lieu de $250 si t'avais tout pris séparément. Donc, t'économises 100 balles. Et en plus, t'auras des files d'attente qui seront raccourcis, ouais, enfin, exactement encore raccourcis. Donc vraiment tu gagnes du temps et de l'argent. Et donc c'est trop bien. Et donc c'est une sorte de carnet avec les entrées comme ça. Et donc c'est hyper pratique. Et moi j'en avais parlé sur un article, pareil, que faire à New York. Mais franchement ça me rapportait quelques centaines d'euros par mois. Et donc en fait avec 2 ventes de liens plus ça, bah t'enlèves la moitié puisque t'enlèves les impôts, les taxes, etc. Il me restait quand même un petit SMIC et tout. Et donc ça c'était ma façon de gagner de l'argent au début de mon blog voyage. Et après effectivement comme tu l'as très bien dit, aujourd'hui je suis plus créateur de contenu, j'ai les abonnés sur les réseaux, etc. Et aujourd'hui, c'est plus le business model de pas mal de créateurs. Il va y avoir des collaborations avec des marques ou des offices de tourisme. Par exemple, je sais pas, tu vas être ambassadeur pour une marque, tu vas les intégrer dans une de tes vidéos YouTube, parler d'eux, etc., etc. Ça te rapporte de l'argent, on te rémunère pour ça. Il y a aussi donc toujours un peu d'affiliation. Il y a le verre du voyageur, même si l'entrée elle est gratuite, je vais gagner un petit pourcentage à la fin de la soirée sur les consos qu'il y a eu dans la soirée.
Donc, c'est comme, je sais pas, un apporteur d'affaires, quoi, parce que tu ramènes 1000 personnes, hein, quand même, dans le lieu. Oui, c'est beaucoup. C'est pas énorme, mais ça rapporte quand même de l'argent. Et enfin, il y a aussi les produits, on va dire, dérivés. J'ai déjà fait un jeu de société. Je vais probablement faire un bouquin, un de ces quatre. Ça, pareil, si tu vends ce genre de produit, ça te rapporte un peu d'argent. Et donc tout ça, ça permet d'avoir différentes sources de revenus et ça me permet de pouvoir bien gagner ma vie et de pouvoir surtout recruter des gens. Parce que ça, c'est le truc le plus cool quand tu peux t'entourer. Parce que comme on le dit très bien, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et moi, il y a plein de choses que je peux pas faire aujourd'hui. Typiquement, un montage d'une vidéo YouTube, c'est 3-4 jours de taf. Sauf que moi, quand je suis en voyage, vu que je sors une vidéo par semaine, si tu fais le calcul, il y a un problème très vite. Et là, on parle que de YouTube. Donc moi, je paye des monteurs. Je vais faire la réal, je vais faire mes plans en voyage, etc., etc. Je vais te dire exactement le plan de la vidéo. Je veux que ça soit ça en intro, cette voix off, ces images globalement, etc., etc. Mais à la fin, je veux que tu fasses le montage, quoi. Et je te paye pour ça. Mais t'as quoi comme modèle sur ça? Est-ce que t'as recruté des gens en mode CDI, etc.? Non, la plupart sont des free. Parce que c'est vraiment, autant YouTube, c'est une vidéo par semaine, mais autant il y a plein de trucs, c'est un peu au cas par cas, selon la période, etc., etc. Ok. Et il y a un dernier truc que je fais assez souvent, c'est des conférences aussi. Et mine de rien, ça peut payer. Donc tu vois, on a pas mal de trucs qui font que aujourd'hui j'ai plusieurs sources de revenus. Ce qui est cool, ce qui est important, faut pas dépendre que d'un seul truc. Tout comme moi, j'avoue que les créateurs qui sont que sur Instagram, ou que sur TikTok, ou que sur YouTube, je trouve que c'est un peu suicidaire. Parce que les algos, ils font que grandir, que évoluer. Et il suffit que l'algo, demain, n'apprécie plus trop ta thématique, ta façon de parler de ta thématique, etc. Et là, t'es niqué. Donc c'est pour ça que moi, j'ai toujours fait en sorte d'être sur plusieurs plateformes afin de pouvoir être moins dépendante d'une plateforme. Et tu vois, par exemple, j'ai 400 000 abonnés sur Facebook. Bon, aujourd'hui, Facebook, c'est pas mort, mais c'est quand même vraiment moins l'époque dorée de Facebook. Je parle vraiment de Facebook, hein, pas d'Instagram. Voilà, heureusement que j'ai des abonnés aussi sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, sur TikTok, pour me permettre de me dire, au pire, c'est 400 000 abonnés que j'ai perdus. Je dis pas que c'est pas grave, mais je dis c'est moins grave que si j'avais tout misé sur Facebook, quoi. Ouais, complètement. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi je dis souvent, nous du coup on a un programme, on fait de la croissance, on a des boîtes à se structurer, et je leur dis souvent, pour percer au tout début, faut se focus sur un canal. Donc tu vois, ça va un peu sur comme si tu perçais autour de. Mais d'une certaine façon, toi t'as percé avec le blog. Exact. Et j'ai percé sur Facebook aussi au début, etc. Et je dis pas. Et moi, je suis totalement d'accord sur ce que t'allais dire, le fait de ne pas se disperser tout de suite. Exactement. Mais donc, toi aujourd'hui, c'est ce qui est intéressant, c'est que là t'as fait plus on appelle ça du scale horizontal. Ça veut dire que du coup t'es allé, tu vois, sur plein de plateformes pour imposer, on va dire un peu ta marque, si je comprends bien, sur les différentes plateformes et pas être interdépendant des canaux, quoi. Ouais, c'est exactement ça, parce que tu vois, Instagram. Mon meilleur ami qui a un talent incroyable qui s'appelle Arnaud Montagar, c'est avec lui que j'avais lancé mon blog. Il est photographe, donc il a peut-être 200 000 abonnés sur Instagram. N'hésitez pas à le suivre, je fais sa pub. Il fait du très beau travail. Et lui, il est vraiment photo. Aujourd'hui, même si la photo revient encore un peu sur Instagram, elle avait disparu il y a quelques temps et tout, voilà, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que si t'es retrouvé dépendant de t'es que sur Insta, tu fais que de la photo. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur du format court, vertical, vidéo, ou même format long, horizontal, voilà. Il faut avoir différents canaux pour essayer de ne pas dépendre de ça, quoi, selon moi. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, et je pense aussi que maintenant, on est obligé d'avoir plusieurs cordes à notre arc, entre guillemets. Aussi. Quand tu fais que de la photo, ça peut être ton main produit, entre guillemets. Mais pour autant, tu vois, si par exemple en parallèle il sortait, c'est un exemple, mais je sais pas, des shorts sur comment j'ai fait cette photo. Du coup, tu vois, il y a un côté éducationnel qui arrive derrière où c'est de la vidéo. Et donc, après, il devient créateur de contenu. C'est peut-être plus le même taf aussi. Exactement. Et lui, il est vraiment photographe. Et d'ailleurs, en vrai, ça devient un vrai sujet, même pour les, Petit Biscuit, qui est un DJ que je connais un peu. Petit Biscuit, il en peut plus de ce truc-là, dont en fait, moi, à la base, j'étais juste venu pour jouer de la musique et partager ma musique. Et il avait fait une story là-dessus il y a pas longtemps. C'est pour ça que j'y pense. C'est le mec qui était à la base DJ. Aujourd'hui, il doit se retrouver à faire des sons dont on pourrait peut-être les reprendre en trend sur TikTok ou sur Instagram pour être connu. Et il faudra faire la promo. Pourquoi pas penser à inviter tel mec pour qu'il puisse reprendre ma musique et tout. Et c'est vrai que ça devient presque triste parce que Arnaud, mon meilleur pote, il est juste photographe. Il a un talent de ouf. Et là, effectivement, maintenant, on doit se dire, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est ce que je lui dis souvent. Fais des backstage.
Mais en fait, c'est pas sa mission de base, tu vois. Mais malheureusement, on doit évoluer avec les réseaux. Et je suis d'accord que il devrait le faire. Mais ça fait se poser des questions sur les talents qu'on a et le fait qu'on devient obligé de se vendre. Et un de mes meilleurs moves d'ailleurs, ça a été de assumer qui était derrière votre tour du monde et de renommer un peu tous mes réseaux en Bruno Maltor. Alors j'ai un prénom de tonton, certes, mais au moins on le retient assez facilement et mon nom de famille est assez court, donc j'ai cette chance-là. Mais tout ça pour dire que, sans déconner, en vrai, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis d'humaniser mon contenu et effectivement de peut-être être plus facilement identifiable que si j'étais juste votre tour du monde, qui a un nom que j'avais pris parce qu'à la base en 2012 il fallait avoir le mot clé idéalement dans ton URL pour pouvoir ressortir plus facilement. Et moi je veux être référencé sur tour du monde. Et donc du coup c'est pour ça que j'avais appelé votre tour du monde mon blog voyage. Mais donc du coup tu vois, heureusement que j'avais renommé de ça parce que ça m'a permis un peu de montrer l'humain et pouvoir faire plus de backstage, pouvoir plus assumer qui est derrière et me montrer. Et je pense que se montrer c'est aussi important quand même pour que tu fidélises ta communauté et que les gens s'identifient à toi. Je dis pas que c'est obligatoire, mais c'est nécessaire, je pense. Je suis très aligné avec toi. Je suis totalement d'accord avec ça. Je trouve que même dans le business plus globalement, tu vois, les marques où tu as un fondateur qui représente sa marque, peu importe que ce soit une marque de gobelet ou quoi que ce soit, en général, tu humanises vachement le produit, donc au final, tu vois, tu crées beaucoup plus de traction dessus et c'est hyper intéressant. Et justement, tout à l'heure, quand tu disais que tu l'avais humanisé, que c'était un switch, j'avais une question qui était à quel point est-ce que ça t'a changé? Ça a changé, tu vois, la trajectoire de ton expérience au final. En fait, je pense que ça m'a vraiment permis comme je le disais, un peu de me faire plus connaître auprès des gens, parce que quand tu montres un visage, tout de suite, c'est pas juste un beau paysage que je vais te montrer, parce qu'au début c'est ça, je montrais juste les beaux paysages en Malaisie ou je ne sais où j'allais. Mais quand tu commences à montrer un visage, c'est un peu comme J'irai dormir chez vous, comme les reportages avec Yann Arthus Bertrand qu'on voit parfois, etc. Tout de suite, tu le vois différemment parce que tu te rends compte que c'est un humain qui est derrière. Et encore plus aujourd'hui avec l'arrivée de l'IA omniprésente. Moi, je suis pas là à dire faut pas faire de l'IA, c'est de la merde l'IA et tout, mais je suis là à dire malheureusement les photos de la Tour Eiffel qu'on connaît un petit peu, qu'on a déjà vu, demain l'IA elle va le faire fois 1000. Donc faut quand même, pour moi, humaniser au max notre contenu pour pouvoir justement montrer qu'il y a quelqu'un derrière tout ça et faire en sorte que tu fidélises et que tu fédères une communauté. Après, il y a plein de gens qui vont peut-être ne pas apprécier, je sais pas, ma façon d'être, ma façon de raconter des histoires, etc., etc. Très bien, il n'y a pas de problème. Tu me dis que les gens m'adorent, donc ça me va très bien. Mais je pense qu'il y en a qui m'adorent pas honnêtement, et c'est ok aussi, parce que je peux pas plaire à tout le monde, faut l'accepter quand tu grandis sur les plateformes. Mais en tout cas, faut humaniser ton contenu et partager ta vision des choses. Et je pense que c'est que comme ça que tu arrives à grandir et à fédérer vraiment une communauté et à avoir des gens à la fin qui t'apprécient potentiellement et qui apprécient ton contenu. Je pense que créer du lien, c'est hyper important. Après, je pense que les gens t'adorent pour le coup parce que t'es authentique. Et du coup, il y a une nuance sur ça qui est celle de, je trouve que jouer un personnage en ligne, enfin, tu vois, incarner pour jouer un personnage, ça sert à rien. Incarner pour être qui tu es profondément. C'est sûr que après on a des valeurs et tout, et ça rejoint un peu, tu vois. C'est ce que plutôt on parlait des collaborations avec les marques. Moi, je suis végétarien depuis 9 ans et je le partage des fois sur les réseaux, mais pas tout le temps parce que tu sais, c'est des sujets touchy. Et voilà, exactement. C'est un sujet touchy et c'est un sujet qui m'appartient. Et en plus, je trouve que c'est un truc perso. Je vais pas saouler les gens avec ça. Je vais pas être moralisateur et tout et tout. Mais des fois, je le dis. Et pourquoi je te dis ça? Ah oui, on parlait des collaborations. C'est une question aussi de confiance entre les gens qui me suivent et moi-même. Moi, il y avait une grande marque de fast-food, la plus connue au monde, qui m'avait contacté il y a pas longtemps. Mais même pour 1 million d'euros, j'aurais pas bossé avec eux, notamment parce que ça correspond pas du tout à mes valeurs, pas du tout à ce que je prône, tu sais, ma façon d'être, etc., etc. Et je dis pas que je suis jamais allé manger dans ce fameux truc, dans ce fameux endroit où on est tous allés déjà manger quelques fois dans notre vie, mais juste il y a une différence entre aller manger une fois tous les 5 ans parce que t'as pas le choix, etc. Et le promouvoir sur mes réseaux. Et donc le mec, il m'en a parlé pendant une demi-heure, il me laissait pas parler, c'était un mec d'une agence, il me disait on va faire des sandwichs du Maroc, d'Inde, faudrait que t'ailles au Maroc, en Inde pour parler des trucs. Et en vrai, si ça avait été une autre marque qui a des meilleures valeurs et qui est pas sur la malbouffe et tout, why not? Mais là je lui ai dit mais impossible. C'est pas possible. Et en plus, il m'a dit c'est des trucs au bœuf, trucs. J'étais en mode mais monsieur, je suis végétarien. Donc vraiment du début à la fin, j'étais en mode désolé, je vais pas pouvoir vous aider. Et je pense que du coup, ça c'est hyper important. Moi, je le vois comme un marathon, comme je le disais, sur tous les sujets. Sur le fait qu'il faut créer régulièrement et te dire si je fais une vidéo par semaine, c'est une vidéo par semaine. Si c'est une vidéo par mois, c'est une vidéo par mois. Mais je trouve ça important
de se donner des objectifs quand t'es créateur de contenu. Et deux, ce qui est important, c'est de garder tes valeurs, ton authenticité et ta façon de voir les choses. Et si ça évolue, tu l'expliques et tout. Mais en tout cas, je trouve c'est important d'avoir cette vision et de la respecter pour que tout le monde qui te suive comprenne pourquoi ils te suivent, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il y a un truc, parce que du coup, tu disais que les collabs pour toi. Pardon, juste, je reviens sur un truc. T'as pas parlé des rémunérations de plateforme. Est-ce que t'en as ou pas tant? Si, on en a un peu. YouTube, honnêtement, vu que là, je commence un peu à grimper, ça devient intéressant. Ok. Mais ça ne me permet pas, enfin, pour être totalement honnête, ça ne me payerait pas tous les gens qui bossent pour une vidéo YouTube. Les gens se rendent pas compte, mais la moindre vidéo YouTube que je sors, c'est des milliers d'euros. Ouais, des milliers d'euros d'investissement. Ouais. Et on parle pas de 2000. Souvent, on parle plus de 4000, 5000 euros parce que t'as le matos, t'as la personne qui m'accompagne, t'as le transport, t'as le monteur, t'as le media maker, ceux qui font les miniatures YouTube, t'as l'achat des droits musicaux, etc., etc. Tout ça, c'est des milliers d'euros d'investissement à chaque fois. Donc YouTube va me payer quelques milliers d'euros par mois, mais du coup, ça ne paye même pas les milliers d'euros dont je vais avoir besoin pour rembourser toute la chaîne. Donc si j'ai pas de collaboration avec des marques, des offices de tourisme et mes autres projets à côté, je pourrais pas être rentable. Ou en tout cas, pas de la façon dont je le fais aujourd'hui. Et comment tu prices une collab? Bah du coup, ça va dépendre de chaque collaboration. Quand on échange avec la marque ou l'office de tourisme, je vais d'abord me dire combien de temps ça va me prendre. Est-ce que je vais avoir besoin de quelqu'un pour m'accompagner sur mon projet? Je dis n'importe quoi, mais si on me dit bonjour, on veut juste faire une collaboration sur une story Instagram, tu restes chez toi entre guillemets et tu partages le bon plan, c'est pas la même chose que si je dois aller au bout du monde pendant 2 semaines pour faire le reportage, etc., etc. Donc ça va vraiment dépendre de plein de critères. Okay. Y a pas de, enfin à chaque fois qu'on me contacte, c'est un devis sur mesure. J'ai pas une tarification fixe, etc. T'as pas de standard, parce que si j'étais youtubeur jeu vidéo et qu'on me dit teste le jeu vidéo, je sais que je le reçois chez moi, que j'y joue en live, etc. C'est pas la même chose que je dois peut-être aller au fin fond du monde pour faire mon contenu. Ça va peut-être me prendre 2 semaines pour faire le tournage plus montage sur YouTube. Est-ce que c'est juste une story Instagram? Est-ce que c'est un post Instagram? Est-ce que c'est une vidéo YouTube? Est-ce que c'est... Il y a tellement de critères à prendre en compte que c'est du sur-mesure à chaque fois. Ok. Donc aujourd'hui, tes clients majoritairement, enfin il y a quelques marques, je suppose, mais il y a aussi beaucoup d'offices de tourisme. Ouais, exactement. Okay, c'est des marques et des OT. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais c'est souvent eux avec qui je vais bosser, ouais. Ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser une collab d'office de tourisme, par exemple? Ouais, parce que c'est des destinations qui me correspondaient pas. Et je vais pas... Enfin, moi, je veux pas chier sur des destinations parce que chacun a ses propres envies, valeurs, etc. Mais enfin, il y a plusieurs trucs qui me viennent en tête. Bon, c'est vrai que moi, j'ai déjà été contacté par Dubaï. Et Dubaï, j'ai rien contre Dubaï. Je sais pas si t'es déjà allé à Dubaï. Il y a plein de gens qui y vont et ça correspond à plein de monde et tout. Mais moi, je suis pas trop en phase de mettre en avant la destination. Et si j'y vais, parce que je dis pas que j'irai jamais dans ma vie, je préfère y aller de moi-même, de faire un docu, je sais pas, sur plein de sujets qui m'intéressent à Dubaï. Mais je sais pas, ça me dérangeait un peu parce qu'ils avaient l'air assez précis dans ce qu'ils voulaient. Et moi, j'aime pas bosser comme ça. Tu sais, me dire, tu viens ici pour parler de ça. Moi, c'est pas ça. Moi, j'aime faire mes recherches. Là, je suis allé en Guyane française. C'était une collaboration avec l'Office de tourisme de la Guyane. J'ai quand même imposé, enfin, on a échangé, évidemment, tu vois, de façon naturelle au fil du temps. Mais c'est moi qui ai dit, on va faire ça, 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 après toutes mes recherches sur Atlas Obscura, sur etc., etc. Donc, c'est comme ça que j'ai pu aller dans un village de 78 habitants au fin fond de l'Amazonie parce que je l'avais spoté, parce que je trouvais ça intéressant, que ça correspond à ma ligne édito, etc. Donc, tu vois, mais là, à Dubaï, en l'occurrence, il me disait, tu vas faire ça, 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 ça. Et moi, il me disait, par exemple, faut que tu ailles faire du ski dans le centre commercial. Non. Moi, je suis en mode, non, ça ne m'intéresse pas. C'est contre mes convictions et je suis pas parfait parce que je prends l'avion, etc. Et ça va me permettre de rebondir sur mon deuxième exemple. Tu vois, j'essaye quand même de faire au max pour être le moins pire possible, tout en acceptant que je suis loin d'être parfait puisque je pollue en prenant l'avion. Mais je reste au sol en étant, je reste le plus possible au sol en France et en Europe de façon générale. Mais là, par exemple, il y a pas longtemps, on m'avait contacté pour aller faire c'était un week-end, comment on appelle ça? C'est pas un city break, mais c'était un peu en mode 48 heures de repos aux Fidji, aux îles Fidji. Mais je suis en mode, mais putain, je mets 48 heures aller-retour pour y aller, tu veux que j'y passe 48 heures? Il y a un moment, on est en 2025, ça ne correspond pas à ma vision des choses. Bien sûr que j'incite les gens à partir voyager, etc. Mais jamais de ma vie, je vais te dire, va aux Fidji pendant 48 heures.
Ça, c'est honteux. Je trouve, c'est honteux. Enfin, c'est ma vision. Non, mais tu vois, c'est mes valeurs. Ouais, c'est ma vision du truc. Il y en a plein qui se diraient, oh bah les couilles, ça peut être trop cool. Vas-y, c'est l'occasion d'une vie, on s'en fout. Si tu le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Mais moi, je suis en mode, ouais, mais là, vraiment, on a un stade où c'est indécent d'aller 48 heures aux îles Fidji, qui sont elles-mêmes victimes de l'impact de l'homme et tout, tu vois, parce que c'est des îles et tout. Donc, tu vois, il y a différents trucs que je vais refuser parce que ça correspond pas à ma ligne édito, pas à mes valeurs, ou que je me dis que on va trop m'imposer ce que je vais devoir faire. Et je trouve que ça, c'est pas agréable. Moi, je trouve que c'est une collaboration. Donc, 80% des cas, elle va être réussie avant même le tournage, avant même le voyage. Ouais. Parce que c'est là qu'on prépare tout. C'est là que je dis, ok, alors attention, moi je vais pas forcément aller dans les eaux, je vais pas forcément faire ci, je vais pas forcément faire ça. Par contre, je peux te faire ça. Faites-moi rencontrer des gens. Et tu vois, c'est en échangeant avec les offices de tourisme et les marques que la réussite, elle se prépare. Ok. Donc, ouais, voilà. C'est hyper intéressant. Mais c'est marrant parce que les Fidji, t'es pas le personnage à qui je proposerais ça. Tu vois, ça. Après, les Fidji, c'est incroyable, hein, parce que t'as une culture. Fidji, le 48 heures. Ouais, mais c'était une boîte qui était basée à Londres. Ouais. Ils ont dû prendre un mec qui avait pas mal d'abonnés dans le voyage en France. Bon, bah voilà, ils sont tombés sur mon nom potentiellement. Ouais. Et ils ont pas les mêmes problématiques parce que nous, en France, le côté de l'avion, je sais pas si toi, des fois t'en parles avec tes potes, mais j'ai l'impression qu'en France, on se pose plus la question qu'ailleurs, honnêtement. Il y a plein de pays dans le monde où on s'en fout total. Par rapport à l'empreinte carbone? Exactement, ouais. Ouais, complètement. Après, moi, je suis hyper sensibilisé, on va dire à ça. Ouais. Après, si tu veux, moi, je voyage beaucoup, donc je suis conscient, tu vois, de mon empreinte carbone. Je le fais pour le travail. Est-ce que je pourrais faire moins? Bien sûr que je pourrais faire moins. Ouais. Mais après, attention, tu parles à un mec qui revient de Guyane. Ouais. Donc, l'idée, c'est pas du tout moi, c'est comme le côté végétarien. Moi, je ne juge pas. Ouais. Et par contre, quand je vais partager des contenus en Europe où je vais prendre le train de nuit, je vais pas dire j'ai pris le train de nuit pour moins polluer. Je vais te dire j'ai pris le train de nuit pour vivre une expérience. Et j'ai pris un train pour aller jusqu'en Sicile. C'est-à-dire que t'as un bateau, il y a des rails dessus, le train il rentre sur le bateau et il t'emmène ensuite jusqu'en Sicile. C'est une expérience trop cool. Bien sûr que je l'ai fait pour moins polluer en soi. Mais en vrai, c'était surtout pour partager l'expérience aux gens et leur dire ouais, ça fait partie du voyage et vivez cette expérience. Ouais, mais pour autant, je juge pas, ça marche pas de juger. Complètement. Et tu vois, tu disais, en France, on en est plus conscient. Alors, je suis d'accord, c'est plus un sujet. Mais par contre, je trouve qu'on est beaucoup plus moralisateur que d'autres pays où on en a conscience, mais où on va pas être dans le bon, bah, ok, après, chacun fait ce qu'il veut. Le principal, c'est d'essayer, tu vois, d'avoir un impact à son échelle. Ouais. En France, t'es super moralisateur. Moi, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Est-ce que t'as pas de sujet avec ton empreinte carbone? Tu prends beaucoup l'avion? Quand même pas mal. Ouais, quand même pas mal. Après, parce que déjà de 1, j'ai grandi du coup au Maroc, donc j'ai de la famille au Maroc, donc j'y vais assez régulièrement. On avait un business au Maroc, donc je devais y aller. Et après, tu vois, des fois il y a des phases de vie. 2024, c'est une année. Du coup, moi j'ai été papa cette année, et on avait toujours le business au Maroc, donc ça se passait pas bien. Donc tu vois, tu fais des allers-retours. Alors oui, c'est pas les États-Unis, j'ai pas 8 heures de vol, mais c'est vrai que quand tu prends l'avion, tu vois, 3 fois par mois, à un moment, ouais, c'est un peu. Du coup, toi aussi, tu dois voyager. À une époque, je prenais l'avion. Enfin, j'habitais à Lisbonne pour le coup en 2019, donc c'était avant qu'on se rende compte de tout ça. Ouais. Je prenais l'avion, j'allais 5 jours à Montréal pour le travail. Je revenais, j'allais 4 jours à Singapour. Ouais. Je revenais, j'allais 10 jours en Australie. Ça n'avait aucun sens. Aujourd'hui, je ferais plus ça. Par contre, je prends encore l'avion. Mais aujourd'hui, j'essaie juste de me poser la question du comment je peux faire pour faire du moins pire possible, tout en acceptant que je prends encore l'avion parce que je suis allé au Japon en janvier, je savais que ce serait impossible d'y aller, enfin ça serait compliqué que d'y aller autrement, tu vois. Complètement. Et puis c'est de faire du moins pire possible. Ouais, je suis totalement d'accord. Après en fait, c'est juste que moi le sujet moralisateur, ce que je trouve dommage, c'est que c'est difficile de juger la vie des autres. Parce que de la même manière que quand tu vois des gens digitalement, tu sais, on a tendance à juger les créateurs de contenu parce qu'on a l'impression de les connaître. Ouais. Et c'est un peu la même chose. T'as l'impression de connaître certains de tes potes, mais tu sais pas un peu c'est quoi le sujet, ce qu'il y a derrière, le pourquoi du comment. Des fois, une boîte, elle peut exploser à un moment. T'as besoin de beaucoup voyager, mais après, pendant 3 ans, tu vois, bien sûr. Tu t'es organisé. C'est vrai que malheureusement, je pense qu'effectivement, il y a plus le côté critique. Sans nuancer qu'on peut avoir ailleurs, malheureusement des fois dans le côté francophone. C'est ce qui fait notre magie aussi, mais c'est ce qui fait, c'est à double tranchant. Ouais. Mais justement, c'est bien, ça va faire un peu rebond sur ce que je voulais dire. T'habites en France aujourd'hui du coup? T'habites à Paris? Aujourd'hui, je suis basé en France, à Paris, ouais. Ok.
Pourquoi cette décision après avoir fait presque le tour du monde? Et ben justement, c'est une parfaite transition effectivement. Moi, j'ai vécu à Prague, à Budapest, à Lisbonne, à Montréal, à Lima, au Pérou pour mon échange universitaire, à Shanghai. Et en gros, je vivais à chaque fois 1 an à peu près dans chaque destination. Et à Lisbonne en 2019, dont on parlait avant, je voyageais tellement et j'étais tellement à droite à gauche que même après 9 mois à Lisbonne, je me sentais pas du tout lisboète. Okay. Et je me suis dit, tu sais, je sais pas, j'apprenais pas le portugais, je voyageais tout le temps, donc je me faisais pas vraiment des potes sur place, je me sentais pas chez moi quand je revenais à la maison, parce que j'habitais à Lisbonne, donc c'était ma maison. Et même aujourd'hui, tu vois, c'est une ville que je considère trop cool, mais je me sens pas chez moi. Alors que Montréal, où j'ai vécu, je me sens comme à la maison quand j'y retourne. Tu vois ce sentiment-là? Ouais, ah oui, je vois très bien. Prague, alors que ça fait 5 ans, hein. Même si j'y retourne demain, je me sentirai comme à la maison. Okay. Il y a des villes comme ça où je me sentais moins à la maison parce que j'avais tellement enchaîné, tellement voyagé, qu'à un moment, je me suis dit, mais à quoi bon? Je voyage déjà beaucoup pour mon taf. Un peu moins aujourd'hui, mais quand même toujours beaucoup. On va dire environ 6 mois par an. Okay. Je me sens pas chez moi quand je reviens à Lisbonne. À quoi bon continuer à habiter et à quoi bon habiter toujours à droite à gauche alors que bah tu sais, j'apprends pas la culture, je la respecte pas trop dans un sens, tu sais, je sais pas. Donc je me suis dit, il faut que je retourne en France. Ça me manquait aussi un petit peu, honnêtement, le côté la culture, les amis, les proches, etc. Et je me suis dit, quitte à revenir en France, je vais revenir là où ça va être le plus simple pour voyager. Ouais. Le plus simple pour voyager en France, c'est où? C'est pas Retournac, en Haute-Loire. Malheureusement, ouais, c'est Paris, parce que tu peux voyager facilement en train de nuit ou même en avion. C'est le plus facile. Okay. Donc pour moi, c'était Paris-Orléans. Après Paris, j'adore Paris personnellement. Tu sais que je viens d'un lieu dit de 200 habitants encore une fois. Mais t'as ce truc un peu magique, il y a toujours de l'action, il y a toujours des trucs qui se passent, donc j'aime bien Paris. Mais des fois, j'en suis un peu fatigué aussi. Donc je sais pas si j'y serai pour toujours. Mais je trouvais que c'était un bon point de chute pour notamment pas mal voyager. De toute façon, je trouve que... Alors moi, j'aime beaucoup Paris aussi. Mais c'est vrai que j'habite à Bordeaux et il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, Paris, c'est qu'ils en ont un peu ras-le-bol, quoi. » Mais c'est vrai que Paris, quand t'es en voyage régulièrement, c'est quand même assez magique, quoi. T'as l'impression de profiter que du bon de Paris. C'est ce que je me dis à chaque fois que je reviens de voyage. Je me dis, on est quand même bien ici. Il y a quand même ce truc-là. Mais par contre, après plusieurs semaines, je me dis, ouais, j'en peux plus des gens sur les trottoirs. On est trop ici. On est 20 000 habitants au kilomètre carré. Et c'est la 4e ville la plus dense au monde. Donc, on est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et des fois, c'est dur. Et plus le temps passe et plus j'ai du mal avec la densité de population. C'est pour ça que je te dis que je ne sais pas si j'habiterai toute ma vie à Paris. Mais ça reste une ville magique. Je l'aime beaucoup. Et pour l'instant, j'y suis encore. Ok. Je vais faire une très mauvaise transition pour le coup, mais juste ça m'a fait penser à un truc. Du coup, tu voyages quand même pas mal, tu prends quand même pas mal l'avion. Ça, c'est plus une question perso. Moi, je me demande toujours, c'est quoi la meilleure carte de fidélité de compagnie? Est-ce que tu profites de ça déjà? Est-ce que tu as des cartes, des trucs comme ça? J'ai des trucs sur lesquels je suis très très bien. Comment dire? T'as des points, etc. J'ai beaucoup de points et tout. Mais je pense que Air France Flying Blue, ça reste une très bonne compagnie et on peut leur faire confiance. Et Accor Hotel aussi. Ils ont un programme de fidélité qui s'appelle All, qui est vraiment incroyable. Vraiment, eux, Accor Hotel, pour moi, c'est le meilleur programme de fidélité. Merci de me faire un virement Accor Hotel après ce podcast. Mais pour de vrai, tu vois, pour te dire, là, j'ai dormi 4 nuits dans 3 nuits à Mercure, à Kourou. Donc c'est là où il y a le centre spatial guyanais. Donc là où on envoie les fusées Ariane, etc. En Guyane. J'ai gagné quasiment assez de points pour aller à un concert pour 2 personnes à l'Accor Arena. D'accord. Un concert cool. En 3 nuits. Enfin, c'est vraiment des avantages qui sont forts et qui sont puissants. Et c'est plus dans l'hôtellerie, je trouve qu'il y a des vrais avantages comme ça que dans d'autres secteurs. Après, moi, je me fais souvent upgrade sur les voitures de location et tout, mais ça, j'ai tendance à m'en foutre de. Tu sais, ils me disent, on vous donne une plus grosse voiture, je suis plus en mode ah non flemme, parce que pour se garer après, j'ai vraiment pas envie. Donnez-moi une voiture qui a Apple CarPlay, ça me suffira. Le reste, je suis pas intéressé. Donc mais les compagnies aériennes, tu peux avoir des petits trucs, mais faut beaucoup voyager avec la même compagnie mine de rien pour avoir ça. Et moi, c'est pas tout le temps moi qui prends mes billets, tu vois, pour aller à des endroits. Donc je suis pas forcément fidèle d'un point de vue compagnie aérienne. Mais si je devais être fidèle à une compagnie, ce serait Air France parce que je pense que c'est le plus simple pour. En fait, c'est ça le sujet, c'est quand tu veux vraiment gagner des points sur une compagnie aérienne ou une chaîne hôtelière, sois fidèle à la même. Fais un choix. Parce que c'est que comme ça que tu vas bien progresser. Ouais, je suis d'accord. En fait, moi j'ai le sujet, du coup, parce que je suis amené à pas mal voyager et en fait, je me dis, c'est vrai que le programme Air France, je crois que c'est SkyTeam, si je me trompe pas. Et en fait, ce qui est
Ouais. cool, c'est que dans SkyTeam, t'as quand même pas mal de compagnies. T'as Lufthansa, Donc, si je dis pas de bêtises, t'as T'avais plusieurs. Air Italia, mais là qui sort, enfin bref, t'as pas mal de trucs dedans. Exactement. Et ça, c'est assez cool. Mais je me suis toujours posé la question, et puis même, j'ai des gens qui voyagent pas mal, avec qui je discute, ils me disent le vrai hack voyage, c'est l'American Express. Ouais. Je sais pas si c'est... Je l'ai pas, mais j'en entends souvent parler, effectivement. Okay. Du coup, je me posais la question parce que je me dis, si t'es un gros voyageur, tu dois forcément trouver... Et c'est marrant que tu parles du programme All parce que je regardais un épisode de Génération Do It Yourself, je sais pas si tu connais. Bien sûr, avec Sébastien. Avec Sébastien Bazin. Le CEO, ouais, bien sûr. Tu l'as écouté? Je l'ai écouté aussi, ouais. Mais vraiment, ils ont un programme de fidélité qui est malade. Vraiment. Ouais, bah, il disait justement que c'était le plus gros smart move d'accord dernièrement, de construire un écosystème autour du programme. Et pour le coup, Accor, c'est une boîte qui est incroyable. Ils ont tellement d'hôtels qui sont fous. Hoxton, Sofitel, Novotel, Ibis, il y en a pour tout le monde, pour tous les budgets. Mama Shelter, c'est énorme comme boîte. C'est une belle boîte française pour le coup. Ouais. Donc c'est cool de les soutenir. C'est clair, mais c'est bien, t'as cité 2 boîtes françaises, Accor et Air France. Et ma boîte est en France, donc tu vois, on est bien. Elle est pas à Malte. Mais donc non, je trouve ça cool d'essayer de soutenir les boîtes françaises aussi quand on le peut, évidemment. Ouais, c'est clair, il faut. Je voulais te parler t'as lancé une marque à un moment. Ouais. Au final, t'as fermé. Périple. Ouais, Périple, exactement. Ouais. Et pareil, quand j'ai posé des questions autour de moi, plein de gens m'ont parlé de Périple. Et je trouvais ça cool parce que je crois que t'as ouvertement dit que au final ça marchait pas trop à un moment, enfin que. Ouais, en fait, exactement. T'avais une question précise. Ouais, en fait, moi j'adore m'intéresser. Je trouve qu'en fait, tu sais, dans tout ce qui est un peu business, on parle toujours de tout ce qui va trop bien. Incroyable. Et j'ai l'impression que Périple, ça s'est pas ultra bien passé sous tous les angles. Ouais. Et du coup, ça m'intéresse vachement de savoir ce qui s'est passé, comment, pourquoi, etc. C'est hyper intéressant et t'as totalement raison. D'ailleurs, j'ai lu le bouquin de Xavier Niel que j'invite vraiment à lire. C'est une sacrée envie de foutre le bordel. Okay. Qui est sorti il y a pas longtemps. C'est un bouquin qui est incroyable et vraiment lisez-le si vous en avez l'occasion parce que bon, Xavier il a pas mal de trucs à partager sur Free Mobile, Free tout court, il a fait beaucoup de choses ce monsieur tout de même et il dit dans son bouquin faites des erreurs, tu vois, genre vraiment c'est que comme ça que t'évolues en fait simplement. C'est un des messages forts de son bouquin. Et donc pour en revenir à Périple, alors la genèse du projet c'était comme vous l'avez compris, j'ai un événement qui s'appelle le Verre du Voyageur. Et à chaque fois, il y a 1000 personnes qui se rencontrent. Il y a des amitiés qui se créent. Il y a même des histoires d'amour qui se créent avec le Verre du Voyageur. Des bébés le Verre du Voyageur. Donc, trop cool. Trop bien. Je suis pas le parrain d'ailleurs. Je comprends pas. Ils l'ont pas appelé Bruno? C'est ça. Ouais, ça, je comprends. Trop un prénom de tonton. Ça, c'est ok. Mais, plus sérieusement, donc, il y avait ce Verre du Voyageur et j'aimais trop faire se rencontrer les gens. Et me dire que je suis juste un lien pour qu'il y ait des belles histoires qui se passent après. Il y a des gens, grâce au Verre du Voyageur, qui ont fait des belles rencontres. Je parle pas que d'amour, je parle même d'amitié, et qui ont fait des voyages ensemble, et qui ont vécu des moments forts, et qui sont allés vivre à l'étranger, etc., etc. Et je me disais que il n'y a pas de vraie marque qui fédère les voyageurs francophones qui ont des valeurs communes et qui permettent justement de te dire quand t'es en voyage quelque part dans le monde, je sais pas moi, t'es au fin fond de l'Irlande, t'as un bonnet. Ou une casquette de telle marque, et ben tu croises quelqu'un qui a un bonnet ou une casquette de telle marque, et là ce soit un élément déclencheur, un bonjour, ah cool, tu viens d'où, tu fais quoi, ah viens on prend un café, ah puis viens on fait un bout de voyage ensemble, ah et puis je sais pas. Et je trouvais qu'il y avait pas trop cette marque communautaire, fédératrice par rapport aux valeurs que j'essaye de promouvoir sur mes réseaux et tout. Et c'est pour ça que je me suis dit il y a un truc à faire. Okay. C'était un peu le prolongement en fait dans un sorte du Verre du Voyageur, c'est faire se rencontrer les gens partout autour du monde grâce à ce projet-là qui ne m'appartenait pas. C'est pour ça que j'avais décidé de l'appeler Périple. C'est que c'était vraiment une entité à part. Évidemment que j'étais derrière. Mais l'idée, c'était en tout cas que ça arrive à vivre de soi-même pour que ça soit cool, selon moi en tout cas. Okay. Donc voilà, l'idée, elle venait de ça. Et c'était un tout nouveau métier pour moi, tu sais, tout ce qui était le textile en fait. Ouais, c'est pas simple. Hein. Et le textile quand tu veux bien faire les choses, parce que moi je voulais que ça soit du made in Europe, made in Portugal en l'occurrence. On revient à Lisbonne. C'était pas à Lisbonne, mais en tout cas c'était au Portugal, qui est historiquement très fort sur le textile. Tu vois, on faisait quasiment 100% de nos produits venaient d'Europe, que ça soit les tasses venaient du Portugal, les t-shirts, les gourdes, les t-shirts, les je sais pas moi, les pulls, les casquettes venaient du Portugal. Enfin bref, voilà, on faisait plein de choses comme ça. Et en vrai, c'est déjà beaucoup de galères parce que enfin moi si j'ai arrêté c'était pas forcément parce que ça marchait plus ou que ça marchait pas, c'est juste que j'en pouvais plus de tous les enfers que je vivais au quotidien à cause de ça. Okay. Par exemple, ce qui a été un peu un élément déclencheur pour moi, c'est que j'avais commandé des bobs
en octobre à mon usine au Portugal. Et donc, je devais les recevoir en février ou en mars pour faire les shootings avec les produits mars-avril pour que ça soit en ligne en avril-mai parce que des bobs, bah, tu les achètes quand il y a du soleil, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et en fait, les bobs, je les ai commandés en octobre, je les ai reçus en novembre de l'année suivante. D'accord, ouais. Et en fait, il y a un moment, t'es en mode, Ouais, comment on fait? comment on fait? Parce que, ben, là, je reçois 1000 bobs. J'en rigole parce que vraiment, je t'en mode, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est un enfer. Et en fait, ça a été une bonne leçon pour moi en ce sens, Périple, c'est faire attention à, déjà, tu peux être très bien expert dans une thématique, c'est pas pour autant que tu seras expert de d'autres sujets, etc., etc. Moi, j'estime être pas mauvais sur la communication en ligne, sur plein de trucs comme ça, mais du coup, sur tout ce qui est gérer le SAV, gérer des produits, t'as des produits qui arrivent qui sont défectueux, donc faut que tu prennes quelqu'un en intérim pour qu'il vérifie les 1000 t-shirts ou les 1000 pulls que tu viens de recevoir. Plein de galères comme ça au quotidien. Ça m'a fait me dire, en fait, c'est trop de charge mentale. C'est un terme que j'aime beaucoup maintenant, la charge mentale. C'est un terme de trentenaire. Ouais, c'est clair. La charge mentale, c'est waouh, c'est le truc de à quel point ça m'occupe l'esprit et à quel point ça m'envoie des signaux négatifs au quotidien. J'en étais à un moment de ma vie où, tu vois, je te l'ai dit un peu plus tôt dans l'interview, moi, je me lève avec le sourire par rapport à mon taf. Et il y avait des moments, à cause de Périple, où je me réveillais, j'avais même peur, limite, de sortir de mon lit, parce que je me disais, j'ai encore cette merde à gérer, le SAV qui galère, les retours produits qui marchent pas, les clients à un lavage, il y a eu un problème sur un produit. Est-ce que ça veut dire que tous les produits, c'est un enfer? Enfin, en fait, il y avait beaucoup de problèmes. Alors qu'on voulait juste bien faire les choses. Et en plus, tu vois, même si j'avais bien essayé de différencier mon univers à moi de Bruno, on va dire, et l'univers de Périple, je recevais quand même des emails le dimanche soir sur mon email perso pour me dire « Salut, j'ai toujours pas reçu ma commande, comment ça se fait ?» Ah ouais. Et tu sais, en fait, j'étais en mode « Mais c'est trop de négatif, moins plus moins égale moins. » Et trop de moins m'ont fait me dire « À quoi bon ?» Je préfère arrêter ce projet plutôt que de faire un burn-out dans 2 ans. Et donc c'est pour ça que j'ai arrêté. J'aurais pu continuer et ça marchait plutôt bien. Enfin, en tout cas, c'était rentable. Mais en fait, c'était trop de sacrifices pour ce que c'était. Et je me suis dit, je préfère arrêter et plutôt que de me cramer. Ouais, mais c'est smart. Mais pour le coup, j'ai 2 bonnes anecdotes pour toi par rapport à ce que tu disais. J'étais à Bangkok il y a à peu près un mois et demi. Donc je savais déjà qu'on allait potentiellement faire un podcast. C'était pas encore validé, mais je crois. Mais c'était les questions de timing. Ouais, exactement. On calait le timing. Mais dans le lounge d'aéroport de Bangkok, je rencontre un gars avec une casquette Périple. Ah, et trop marrant. Je lui dis, mais c'est Périple ta casquette? Il me dit, ouais, et de là on discute, etc. Trop je bien. pose la question. Et il y a 2 semaines, je crois, je vais dans un café de Bordeaux, le mec avait une casquette Périple. Incroyable. Aussi. Donc 2 anecdotes où t'as créé du lien. Non, mais c'est ouf parce que encore aujourd'hui, j'ai pas mon téléphone, mais je reçois des messages. C'est pas pour le storytelling ou quoi, hein. C'est la vraie vérité de gens qui se sont rencontrés en voyage parce qu'il y a quand même des milliers, enfin, on a quand même vendu des dizaines de milliers de produits, hein. C'est pour ça que je peux pas dire que c'est un échec. On n'a pas fait 20 ventes, tu vois. Ouais, c'est clair. Il y a quand même eu des dizaines de milliers de produits qui ont été vendus, que ce soit casquettes, t-shirts ou quoi. Il y a encore des gens aujourd'hui qui se rencontrent grâce à Périple. Et c'est marrant parce qu'au Vert du Voyageur, là, c'est pas Patagonia, c'est pas Carhartt, c'est vraiment Périple qui est pas mal présent et c'est trop marrant. Et ça me touche beaucoup. Et donc, en soi, le pari a été réussi sur ça parce qu'il y a quand même beaucoup de rencontres qui ont été faites, j'en suis convaincu. Mais c'était trop de sacrifices et c'était trop de problèmes, malheureusement à gérer. Et même j'avais quand même des gens qui bossaient évidemment avec moi, hein, parce que là on peut se dire bah ça va, t'as juste à recruter et tout, mais en réalité c'est quand même toi à la fin quand t'es le boss du projet qu'on va aller voir quand il y a des problèmes, quand il y a des problèmes de produits, des problèmes de SAV, quand il y a les retards sur les bobs, tout ça c'est des trucs qui malheureusement te retomberont dessus à la fin. Parce que c'est toi le visage en plus qui est derrière. Donc s'il y a un problème, si quelqu'un est pas content, qui a pas reçu sa commande, il va pas écrire au SAV, il va écrire à toi spontanément et ça tape sur toi et ça tape sur. Enfin je sais pas. Moi je veux que les gens soient. Je pense que sur mes réseaux, je suis globalement quelqu'un et dans la vie d'ailleurs, je suis quelqu'un de plutôt positif, enjoué, tu vois, souriant. Et là tu sais ça entaché ça et vraiment je me suis dit c'est pas ce que je veux dans ma vie. J'ai la chance de faire de ma passion mon projet, j'ai pas envie de me lever en badant tous les matins. Et évidemment, je le dis, hein, mon métier, il est pas parfait. On peut penser qu'il est parfait, mais il ne l'est pas. Il est hyper exigeant et je suis hyper exigeant, donc ça vient aussi de ça probablement. Mais voilà, là, c'était trop de négatif, vraiment trop, et c'est ça qui a fait que j'ai préféré arrêter.
Ok, trop bien. L'heure elle tourne, donc je vais devoir pas trop tarder, mais du coup je te propose une dernière question, et du coup c'est très bien parce que ça fait rebond. Si tout devait s'arrêter demain, tu serais fier de quoi? Je serais fier de quoi? Qu'est-ce qui te rend vraiment fier par rapport à ces 12 ans? Parce que je crois que ça fait 12 ans, c'est ça? Ouais, ça fait depuis 2014 que c'est mon métier, ça fait depuis 2012 que j'ai lancé le blog. Honnêtement, le truc qui me rend Enfin, il y a plein de trucs, mais... Ouais, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Ouais, ma question était peut-être mal posée. Qu'est-ce qui me rend le plus fier? Je pense que c'est tous les gens que j'ai inspirés et qui avaient pas un parcours de vie ou un moteur dans leur entourage qui leur aurait permis de se lancer à l'aventure. Et j'ai été ce moteur pour certaines personnes. Tu vois, Montréal, vraiment, j'ai fait un verre du voyageur à Montréal, on était quasiment 1000. Et t'es au bout du monde, tu vois, c'est ouf. Ouais. Et il y a des dizaines de gens qui sont venus me voir pour me dire, c'est grâce à tes vidéos sur Montréal que j'ai décidé de sauter le pas. Et je pense que ça, c'est la plus grosse de mes fiertés, c'est de me dire que j'ai changé le destin de certaines personnes. Parce que, quoi qu'il arrive, moi je pense qu'une expérience, qu'elle soit positive ou négative, comme Périple, on en parlait juste avant, elle t'enrichit. Et elle te fait grandir. Donc même s'ils n'ont pas vécu leur meilleure vie à Montréal et tout, ils auront tenté. Et tu vois, pour en revenir sur Périple, je suis trop content de l'avoir fait pour la simple et bonne raison que dans 50 ans, je me dirais, j'ai testé. Et je me dirais pas dans 50 ans, j'aurais dû faire une marque et ça aurait été trop bien. Et si, et si, et si. Moi, je veux pas vivre avec des et si. Je vais vivre avec je tente et on voit. et je trouve que inspirer des gens qui avaient peut-être besoin d'un coup de pouce, d'un petit moteur, d'un mec sur internet qui a l'air d'être plutôt content dans ce qu'il fait et qui te dit Montréal c'est cool pour ça, ou vivre à Prague j'ai adoré parce que si, parce que ça, à se lancer à l'aventure, en vrai ça fait vibrer et c'est ce qui me touche le plus au quotidien. Et je reçois souvent des témoignages à l'écrit de gens qui me disent franchement t'as changé ma vie, et c'est fort. Et j'entends souvent au verre du voyageur, et ça franchement c'est fort, c'est fou. En sortant du verre du voyageur, tu dois être trop d'énergie. Je suis épuisé. Mais franchement, tu vois, ça pourrait me mettre les larmes aux yeux parce que surtout au verre du voyageur, souvent on vient me le dire, et quand on te le dit en vrai, t'as changé ma vie. Ouais, et tu sais, on te le dit avec vraiment, tu sens l'émotion de la personne, et là c'est un truc de ouf. Trop bien. Donc voilà. Ok, écoute Bruno, merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toi pour l'invite. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire un autre sur un autre sujet. Grave, avec plaisir. Merci à tout le monde qui a pu regarder l'épisode jusqu'à maintenant. J'espère avoir pas dit trop de bêtises. Merci tout le monde et à très vite du coup. Ciao.